Atteignez des sommets avec Peugeot 4008. Elle possède à la fois le plus beau sourire et le plus beau palmarès du ski français. Elle excelle depuis une décennie dans une discipline freestyle devenue olympique, le ski cross. Il est l'une des chevilles ouvrières du comité d'organisation de la Coupe du monde de ski à Méribel. Ex-skieur talentueux de l'équipe de France, il siège au conseil municipal de sa station-village de Méribel. Il a supervisé durant des années les Coupes du monde de ski du côté de Chamonix. Il est le directeur technique national de la Fédération française de ski, le boss de toutes les disciplines. Elle possède un patronyme que tout le monde connaît. Ancienne championne au sein de l'équipe de France de ski, elle est patronne de l'agence Lynx Communication, une entreprise qui ne connaît pas la crise. Il est connu et reconnu pour ses articles sportifs dans le Dauphiné Libéré et il dirige aujourd'hui le magazine spécialisé Ski Chrono, la bible de tous les passionnés de ski. Ophélie David, Yves Forny, Fabien Saguez, Karen Allais et Laurent Davier sont les coachs du premier numéro de Ski Room. Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier numéro donc, de Ski Room. Une nouvelle émission qui a pour vocation de vous faire pénétrer dans les coulisses du monde de la neige, de vous faire pénétrer dans les arcanes du Grand Cirque Blanc. Alors, tout de suite, on va le dire, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais on va se tutoyer ici parce que le monde de la neige, tout le monde se connaît. Alors donc le tu est de rigueur. Alors Ophélie, tout de suite, bravo. Bravo parce que tu viens de faire un podium à Megève. Oui, hier. Et c'est le 50e. Oui. 50e de ta carrière. Oui. Formidable, non? Oui, ça fait plaisir. Il n'y a pas trop d'équivalent dans le ski français, si? Écoute, je ne sais pas du tout. Je l'ai appris hier, en fait, en le faisant. Et d'ailleurs, c'est Marc-Antoine qui me l'a annoncé, de Ski Chrono. Et bah oui, ça m'a fait plaisir. Ouais, top 50, quoi. Top 50. Rock'n'roll. Yves, merci. Merci d'être venu. Alors, merci. Méribel revient dans le circuit de la Coupe du Monde avec une Coupe du Monde dans quelques semaines, dans un mois. Tout est prêt? Oui, on est prêt. 18 ans après, on revient. Après les Jeux. Après les Jeux Olympiques. Ouais, donc, ce sont les filles, il faut le préciser. Oui, tout à fait. Oui, c'est super combiné, descente et peut-être le super G repris de Val d'Isère. Ça se discute. C'est en train. C'est en train. Fabien, c'est Fabien qui discute, défend. C'est exactement ça. Ça se discute. Ça. Alors, certains diront que c'est une histoire de gros sous, d'autres une histoire de programmation, mais non, c'est exactement ça. On est reconnu pour notre savoir-faire en France en matière d'organisation de Coupe du Monde, donc la FIS a tendance à nous faire énormément confiance en ce moment. Donc ce Super G de Val d'Isère qui aurait pu partir à l'étranger, aujourd'hui va peut-être être reprogrammé à Méribel. Bon, organiser une Coupe du Monde, ce sera donc des thèmes de discussion autour de cette table. Fabien, donc patron, on l'a dit, patron du ski, directeur technique national. Combien de kilomètres dans l'hiver pour aller sur toutes les épreuves, pour être partout là? Tu as calculé, non? C'est sur une année, puisque en fait le travail et ma fonction veut que je sois occupé toute l'année de la même manière. Je fais à peu près 57 000 km par an et à peu près autant en avion. Alors 57 000 en voiture et 57 000 en avion. Un mot du sagézomètre, c'est ça qu'a inventé la rédaction de Ski Chrono. On comptabilise les podiums maintenant de l'équipe de France. On en est à combien? Parce que l'objectif avoué, c'est de dire on va faire 100 podiums dans l'hiver. Et aujourd'hui, on en est à combien? Je crois qu'avec celui d'Ophélie il y a quelques jours, c'est 41, c'est ça? Oui, c'est 41. Globalement, on suit la marche, la route, on va dire, vers les 100 podiums, puisque c'était l'objectif au départ. C'était pas de créer un sagézomètre, c'était plutôt de dire la fédération et l'ensemble de ces disciplines a la capacité à faire en gros une moyenne de 100 podiums par hiver en Coupe du Monde, avec un ratio de victoire d'un tiers globalement. Donc oui, on va dire qu'on est plutôt correct dans le planning, qu'on fasse les 100 ou qu'on fasse pas les 100. Globalement, les résultats sont à la hauteur de ce qu'on attend aujourd'hui. Ils seront encore plus à la hauteur si la tendance nous donne raison pour les championnats du monde, puisque j'ai plutôt l'impression que tout le monde est bien focalisé sur les championnats du monde cette année. Bon, on va aller voir ça dans quelques semaines. Laurent,
Il y a un numéro de ski chrono qui est en kiosque actuellement. Ouais. Avec, ça fait plaisir aux filles. Hein. Avec du ski cross, en couverture. En une. Oui, oui. Le prochain numéro, Le prochain numéro sera un peu plus alpin, puisque ce sera JB Grange et Alexis Pinturo qui seront à la une, l'or et la pépite. Donc le champion du monde en titre et le skieur en devenir qui rêve de succéder à Jean-Baptiste Grange. Donc, voilà. Après, ça nous paraissait naturel d'être dans cette émission Ski Room parce que voilà, ski chrono, c'est aussi. On vient dans les ski rooms, on vient prendre notre information un peu partout. Karen, désolé, hein, la neige est vraiment bonne, donc tu n'auras pas skier aujourd'hui. C'est dommage. Alors, comment vont les filles? Parce que, bon, on a dit que ton petite entreprise ne connaissait pas la crise. Comment elles vont? Est-ce que vous êtes combien à travailler? Actuellement, on est 11 et il y en a 5 sur les skis aujourd'hui. Elles ont beaucoup plus de chance que moi. Hein, vous voyez. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'actualités en ce moment. Évidemment, les événements sportifs et avec des super champions qui nous aident beaucoup dans notre travail. Et puis aussi faire connaître les stations donc par le biais de voyages de presse. Donc c'est vrai que là, en ce moment, toute l'équipe est répartie ou au bureau ou sur les skis pour gérer un petit peu toute cette actualité de l'hiver qui est importante. Parce que ton boulot, c'est quand même de faire venir des journalistes et de faire parler des stations et de la neige. C'est ça, et de la neige et de tout ce qui touche aux stations et à la neige. Alors, ski room, on ne va pas faire l'injure aux gens de dire ce qu'est un ski room, si peut-être. Enfin, un ski room, c'est généralement un endroit où les planqués, pas toujours bien placé, ça peut être dans des lieux assez improbables, dans des halls d'hôtel, dans des parkings, dans des petits cabanements où les gens préparent le matériel. Alors c'est le cas de Charlie, là, qui est en train de bosser. C'est là où finalement bat le cœur du ski de compétition. Les techniciens préparent, ils fartent, ils aiguisent, ils font les structures. Et puis les coachs et les coureurs viennent et ça discute. Alors on se fait un peu des confidences et puis de temps en temps on s'engueule aussi hein, dans les ski rooms. Il y a une ambiance qui est un peu fermée, mais c'est une ambiance qui est assez sympa. Alors ski room, c'est aussi maintenant pour le ski nordique, c'est un camion. Vous avez bénéficié d'un car, un vrai outil de Formule 1 finalement, non? C'est ça? C'est tout récent? Ça comme ça, on va faire ça à notre échelle, bien français, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un aussi gros camion que les Allemands ou les Norvégiens. Par contre, on va avoir quelque chose de bien adapté. Après, je reviens sur ta remarque, Gilles. Dans les ski rooms, c'est l'endroit dans lequel on entend les cœurs battre, parce qu'on échange peu de mots. Parce que généralement les techniciens ne sont pas très bavards, et tant mieux parce qu'ils sont sur une partie un peu, entre guillemets, un peu cachée, c'est un peu la face cachée, mais les mots qui sont échangés sont essentiels, c'est généralement là qu'on se dit les choses. Donc voilà, c'est des ambiances particulières. En disant qu'il y avait de la confidence, mais il y avait aussi des mots qui pouvaient être un peu durs aussi. C'est pas des coups de gueule, mais c'est des coups de gueule. C'est ça, on est d'accord. C'est exactement ça. On est d'accord. Alors, le sommaire de cette émission, 3 dossiers. On va faire 3 dossiers. On va parler en fin d'émission de l'avenir du ski cross. On suppose qu'il est beau. On parlera évidemment des relations qui sont un peu je t'aime moi non plus entre le ski et la télévision. Et puis, on commencera par l'organisation d'une Coupe du Monde. En France, ce que ça veut dire d'organiser une Coupe du Monde. Et puis on aura des petites interventions comme ça de 2 freeriders, 2 free skieurs. En fait, Franck Pedretti, qui est à Paris, qui va nous faire un petit clin d'œil. Et puis également Guillaume Desmurs, qui viendra ici. Ce sont ceux qui nous empêchent de skier en rond. Alors tout de suite, la première rubrique, c'est la minute de Pedrette. Voilà, alors Pedrette, Franck Pedretti, on le retrouve sur les Champs-Élysées. Il est allé prendre la température de la neige et il était bien accompagné. Et bien voilà Gilles, on est sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, avec moi Meryl Boulanger, vice-championne du monde de ski cross. Meryl, on va tenter de prendre la température et voir si les gens aiment toujours le ski, ça te branche? Bah oui, allez, on y va, mais ça caille ici. Hein. Vous aimez le ski? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes branché ski? Ouais. Tu regardes le ski? Non, pas tellement. À la télé, très peu. Pourquoi? Il n'y a rien à la télé. Où est-ce qu'on voit du ski à la télévision? Sur France 2 pendant les JO. Ouais. Et après sur les chaînes de sport spécialisées. Il y en a de temps en temps sur Eurosport, mais c'est très rare. Vous connaissez un champion de ski? Non. Et toi? Non plus. Gros Piron. Lucas Alphon. Ouais. Ena Cavaggio. Ah, bien, alors là, 2 points. Il y a une famille où il y a 2 ou 3 frangins qui sont bons.
Mais comment il s'appelle, je sais pas. Et s'il y avait beaucoup plus de ski à la télé, vous regarderiez? Oh, peut-être les compétitions internationales. On a l'impression que les chaînes généralistes ne proposent pas tellement par rapport à ce qui se passait il y a 20-30 ans. Et c'est dommage, je le déplore, parce qu'effectivement, je regarderais bien. Lynn Seven. Boat Miller. Plus de ski à la télé, vous regarderiez ou pas? Je suis pas le bon client, moi, pour la télé, franchement. Ouais. Jean-Claude Killy, non, je sais pas. Moi j'en ai un, Killy, il y a... Killy. Et depuis Killy, il n'y a plus rien? Non. Allez, c'est parti. Bon, Pedrette, le constat est édifiant, hein, les gens préfèrent largement skier que de regarder à la télé. Ouais, mais tu vas me laisser faire le tour des rédacs qu'on a à Paris. Moi, j'aimerais bien comprendre cette histoire quand même. Bah écoute, tu sais quoi, je vais te laisser faire. Moi, pour l'instant, je file à Montmartre, je vais skier là, ça a posé. Mais non, mais Meryl, reviens. Je t'appelle, hein. Non, mais je voudrais qu'on fasse un coup de ski cross quand même. Voilà, alors Franck, il est parti dans les rédactions, il a fait une petite enquête, on verra ce que ça donne, ce que les journalistes disent du ski et de la télé. Karen, on aurait presque pu citer ton père, là finalement, on en est remonté jusqu'à Killy. C'est difficile de communiquer sur le ski ? C'est pas évident pour les raisons évoquées, hein. C'est qu'il y a finalement peu de place au ski dans les médias, et ça on va en parler je pense largement et ensemble, et on va un petit peu creuser la question. Donc du coup les gens connaissent un petit peu moins, et c'est vrai ils retiennent non seulement les gens qui ont fait des beaux résultats, ils ont cité notamment Gros-Piron et Alphand, mais aussi les gens qui ont été très médiatisés en parallèle ou après ou pendant leur carrière aussi par rapport à leur carrière. Puis il y avait aussi à l'époque d'Edgar notamment, par exemple, une plus grosse médiatisation notamment du ski de boss, parce que depuis on a Bilbo Colas qui a fait des résultats fantastiques. Les rédactions, on ne le connaît pas. Si. Je pense même que dans le milieu du ski ou dans les clubs de ski de nos régions, peu de gens peuvent citer ce champion fantastique. C'est un problème finalement de communiquer sur les skieurs, non ? Non, pour moi non. Il faut juste savoir où on se situe, le ski. C'est-à-dire qu'on a toujours la fâcheuse tendance à dire aujourd'hui, vous vous rendez compte, un Teddy Riner, un Yannick Agnel, c'est des gens extrêmement connus, tout le monde les connaît en France, bénéficient d'une vitrine. Bon, déjà, première chose, pour être connu, il faut être champion olympique. Ça, c'est très clair en France. Vous pouvez être champion du monde de n'importe quelle discipline. Globalement, tout le monde s'en fout. Par contre, si vous êtes champion olympique, vous êtes un sportif reconnu. Si vous avez la chance de faire des Jeux olympiques en France, parce qu'on parle d'Edgar, il ne faut pas oublier, Edgar était un garçon très populaire, mais il était surtout très populaire parce qu'il était champion olympique en France. Donc moi, je pense que le ski aujourd'hui, c'est un sport intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a les grands sports médiatiques dans lesquels des sponsors, des très gros sponsors mettent de l'argent et on s'achète une visibilité télévisuelle. C'est le foot, c'est le rugby. La France fait exception avec des événements qui sont majeurs, Tour de France, Roland-Garros, tournoi destination, voilà, Coupe du monde de rugby quand il y en a. Puis après, il y a des sports qui arrivent juste derrière. Alors juste derrière, pas en termes de visibilité, mais en termes de notoriété notamment, le ski en fait partie. Aujourd'hui, si on regarde ce que peut drainer le ski en matière de communication, certes, ça reste quelque chose de saisonnier, de régional, mais avec une forte visibilité et une grosse notoriété, une image qui est importante. Alors après, effectivement, que nos sportifs ne soient pas reconnus à la valeur de ce qu'ils font, que des athlètes qui font du ski cross ou du ski alpin qui descendent à 120 km/h avec un casque pour les protéger et une dorsale, ne soient pas assez reconnus, c'est une évidence. Mais ce n'est pas sur ce plan-là qu'il faut se situer, à mon avis. Voilà, ça nous amène tout droit au premier débat. Hein. Pourquoi les stations organisent-elles des Coupes du Monde si les retombées sont si difficiles ? On va en parler. Laurent, tu vas m'aider pour lancer le sujet. Tu as évidemment travaillé sur le thème. Alors tu vas prendre ta ligne et tu vas nous expliquer pourquoi les stations finalement ont intérêt ou pas intérêt à organiser des compétitions de Coupe du Monde, quelle que soit la discipline. C'est un petit peu ce que j'appelle le French paradoxe, c'est-à-dire qu'on entend dire partout que le ski, organiser une Coupe du Monde de ski, ça coûte cher, ça mobilise une piste pendant des jours, qu'on ne va pas pouvoir donner à la clientèle. Il n'y a pas la télé, il y a donc peu de retombées. Et en fait, on s'aperçoit que, et cette année est un bel exemple, on n'a jamais eu autant de stations qui se bousculent dans le portillon pour être dans la cour des grands. Et c'est les plus grandes stations en ski alpin, c'est Courchevel, Val d'Isère, Méribel,
Chamonix qui a un petit peu disparu mais qui veut y revenir. C'est Val Thorens en ski cross, les Contamines, Megève, c'est Chaux-Neuve en combiné nordique, c'est La Clusaz en ski de fond. Donc c'est à la fois des grandes stations, des stations villages, et elles veulent toutes y être. Donc on pose la question, qu'est-ce qui fait finalement que ça coûte cher, c'est pas retransmis, mais on veut quand même y être. C'est peut-être qu'il y a un intérêt quand même au final à être dans cette culture-là. Il y a un intérêt et il y a également une volonté fédérale. On écoute à ce sujet Michel Vion, le président de la Fédération française de ski. Les Coupes du Monde, pour moi, c'est très clair, c'est la vitrine, c'est essentiel pour une fédération comme nous d'avoir des événements qui permettent d'abord que nos athlètes courent à la maison, donc de les aider à faire une bonne performance, et puis surtout après d'avoir une vraie vitrine par rapport au pays, par rapport au tourisme, par rapport à l'ensemble des activités de la montagne et du ski. Quand on voit des Coupes du Monde de ski alpin qui ont lieu à Val d'Isère ou à Courchevel au mois de décembre, avant les vacances de Noël, avec un mètre de neige, avec un Français qui gagne en plus, eh bien effectivement on contribue, je crois, à la promotion du ski et de la montagne. Très clairement, il y a une surenchère au niveau financier et il n'y a que les grandes stations qui peuvent permettre de mobiliser de l'énergie. On le voit, il faut des bénévoles, il faut des professionnels, il faut des pistes, il faut des moyens financiers. Donc effectivement, les grandes stations sont les seules à pouvoir organiser en termes de logement aussi, logistique, logement des équipes. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est comme ça, c'est en France comme ça, c'est partout dans le monde comme ça. Seules les grandes stations peuvent suivre l'évolution de ces grandes organisations. Yves Forny, Méribel est une grande station. Ben, si vous le dites, je sais pas, visiblement, c'est ce qui se dit autour. Alors, Méribel a organisé des Coupes du Monde, a organisé les Jeux Olympiques. Après, il y a eu, on l'a dit tout à l'heure, une Coupe du Monde et puis plus rien. Pourquoi il y a eu plus rien depuis 1994 Peut-être Méribel s'est peut-être un peu endormi à ce niveau-là, au niveau de la compétition. Peut-être que, si vous voulez, dans les stations, l'Office du tourisme inculque un peu les lignes de conduite. Ensuite, le conseil municipal, pour ce qui est de chez nous, et je pense que c'est à peu près pareil dans chaque station, suit derrière, donc, parce qu'il faut quand même des épaules financières assez solides. Et je pense que Méribel, il n'y avait peut-être pas les personnes. Je pense qu'on est resté sur les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est des stations qui grossissaient encore. Courchevel, Méribel, Val d'Isère. Il y a eu de l'immobilier qui se faisait juste après Olympique. Donc on n'a pas pensé au sport. Les personnes n'étaient peut-être pas aussi qui avaient des fonctions importantes dans nos office du tourisme ou conseils municipaux. Alors qu'est-ce qui fait que Méribel revient? C'est le cas aussi de Courchevel à côté. Courchevel pendant des années ne s'intéressait plus à la compétition. Le président Vion, c'est déjà la vitrine. Nous sommes des stations de sport d'hiver, donc c'est le sport pour nous qui prime avant tout. Et du moins on souhaite que le sport prime avant le pécunier, mais donc on se doit de faire quand même de la promo, du marketing, pour employer des mots un peu plus actuels. Et donc à Karen pour en parler aussi, puisqu'on l'a, Méribel travaille en collaboration avec Lynx pour promouvoir notre station. Donc, et c'est, je crois, que le souhait des sociopros, du conseil municipal, d'aller sur la compétition. Combien vous avez investi, vous? Alors, une Coupe du Monde, oui, on peut donner des chiffres. Donc, nous, il a fallu recréer une piste de vitesse, entre autres, qui coûte un peu d'argent, 1 300 000 euros. Ensuite, le budget d'une Coupe du Monde, donc sur un week-end comme on va avoir à Méribel, c'est 1 800 000 euros. Donc là, vous êtes sur 3 millions déjà de budget entre les investissements. L'investissement, ceci dit, il sera fait, je veux dire, oui, la neige, s'il faut rajouter des canons neige, s'il faut remodeler une piste, le client lambda va en profiter. C'est-à-dire que c'est dans le plan investissement de la société de remontée mécanique et de la municipalité. Donc cet investissement, il n'est pas que pour la Coupe du Monde de ski. Sinon, il faut compter 1 800 000 euros de budget. Donc là-dessus, on a des retours marketing et des retours droits télévision.
C'est là où ça tire un peu en France. On en parlait tout à l'heure, forcément. Donc c'est 120 moniteurs pour la Coupe du Monde, et par contre ce sont des volontaires. On a une liste de 400 volontaires. Et vous arrivez à mobiliser les gens, ça marche? On va le voir cette année, mais on l'a vu à Val d'Isère, on l'a vu à Courchevel. Oui, ça a l'air. Mais on retrouve, on s'échange d'ailleurs des fichiers entre Méribel et Courchevel. Oui, tu constates ça ou... Oui, non, mais j'écoute avec attention ce que dit Yves. Et moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis 20-25 ans, j'ai l'impression que les stations, elles ont épuisé le catalogue en matière de communication et d'exposition. C'est-à-dire qu'ils ont tout essayé. Ils se sont très éloignés du sport. De ce qui fait la base de nos stations quand même, qui est le ski, qui est l'activité ski en règle générale. Et puis aujourd'hui, après avoir tout essayé, sur des actions qui étaient des fois totalement farfelues, il y a quand même des choses surréalistes. Donc, je regarde ce qui a été fait ces 25 dernières années, ça a dû être un laboratoire fabuleux pour les agences de com. Tant mieux pour eux d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a une chose qui paye à mon avis, c'est le retour au sport, le retour aux sources. Voir des skieurs sur une piste, une compétence, parce que c'est une compétence d'une station à exploiter un terrain, à bien le damer, à le mettre en avant, à faire en sorte que les meilleurs skieurs du monde puissent être sur ce site en particulier, parce qu'on sait produire de la neige quand la neige tombe pas forcément du ciel, on sait attendre et appréhender la neige naturelle aussi, on sait accueillir le client. Il y a tout ça dans une Coupe du Monde de ski. L'exemple de Courchevel est emblématique, c'est-à-dire que Courchevel, pareil, ils ont organisé des Coupes du Monde et en 78-79, après la victoire, ils ont arrêté. Les femmes en or. Les femmes en or. Et après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est suite à des rencontres entre des hôteliers, parce que les hôteliers ont aussi leur mot à dire dans les stations, et c'est eux aussi qui peuvent donner le là. C'est des hôteliers de Saint-Moritz qui ont rencontré des hôteliers de Courchevel, et ils leur ont dit, mais vous savez, on n'a rien fait de mieux pour donner une dimension sportive à une station que d'organiser des Coupes du Monde et des championnats du monde. Ce que fait Saint-Moritz régulièrement, tous les ans au calendrier, et tous les 10 ans, ils ont pour mission de devoir organiser un championnat du monde. Donc Courchevel, quand les gens de Saint-Moritz leur ont dit ça, ils se sont dit, tiens, si Saint-Moritz dit ça, c'est que c'est peut-être pas faux. Parce qu'eux aussi, ils ont quand même de la grosse clientèle. Voilà, et ils ont quand même mis 10 ans pour après, faut revenir dans le circuit, à organiser des Coupes d'Europe, des FIS, et à pouvoir maintenant être dans le circuit et être, je dois dire, plébiscité par la Fédération internationale de ski. Karen, les stations, qu'est-ce qu'elles te disent, toi? En fait, moi, c'est vrai qu'on parlait de cette Coupe du Monde qui arrive, mais c'est vrai qu'il y a un travail de long terme quand même, et qui est géré par un noyau dur de gens extrêmement motivés, dont Yves fait partie, parce que pour faire revenir une Coupe du Monde dans une station, il faut proposer évidemment des dossiers à la FIS, etc. Mais surtout, il faut au départ, effectivement, tu te dis que c'est un retour des Coupes du Monde, mais il y a eu des Coupes du Monde de Boss avant, une Coupe du Monde de Télémark, il y a eu des Coupes d'Europe, il y a eu tout un cheminement. Il faut refaire tout le circuit. Il faut refaire tout le circuit. Et puis il y a un lobbying aussi, un petit peu. Un tout petit peu. Il faut laisser un peu des mains des gens de la Fédération internationale, il faut aller les voir sur des compétitions. La Fédération, on le fait la Fédération aide beaucoup. On le fait assez bien avec la Fédération française. C'est elle qui nous donne, qui nous dit, tiens, essayez peut-être cette porte-là, cette ci, mais c'est en bonne collaboration. Hein. On va pas, non, on n'est pas avec les valises, même si on a les hooligans russes. Je parle pas des valises d'argent. On ne parle pas avec des valises ou autres. Non, c'est un lobbying vraiment soft. Oui. Et pour dire, Méribel a obtenu la finale des Coupes du Monde en 2015 pour se préparer. Elle a donc cette Coupe du Monde en 2013 qui tombe en plein pendant les vacances de février, ce qui pour une station veut dire beaucoup en termes d'organisation logistique, d'accueil et des médias et des compétiteurs et du public. À la fois, c'est magnifique comme vitrine, effectivement, pour le grand public, parce qu'enfin, le grand public sera au contact des athlètes, de la course, du côté festif, de tout ce que peut impliquer une Coupe du Monde. Mais pour une station, c'est un véritable casse-tête. Chamonix a peut-être disparu du calendrier, aura du mal à y rentrer, c'est qu'à y revenir, ils ne veulent pas transiger sur le fait de pouvoir organiser une Coupe du Monde pendant les vacances scolaires, ce que Méribel a fait au pied levé, quoi. Donc c'est un sacrifice. Entre autres, oui. Mais oui, tout à fait. Mais après en retombée. On l'espère. C'est ça, on l'espère. Après, c'est vrai que nous, la candidature, elle était pour 2015, pour les finales de 2015, voire même 2013. On avait été candidat, donc on n'avait pas été retenu pour 2013. Donc 2015, on avait l'organisation des finales de Coupe du Monde alpine, et l'an dernier, donc Fabien est venu nous voir en novembre
11, et nous demander si ça nous intéressait de récupérer une Coupe du Monde qui était attribuée à Crans-Montana. Et donc, nous, on avait dit tout de suite oui. Bon, on a fait un tour de table, ça a été vite vu. Si on avait l'hébergement, comme le dit Karen, vacances scolaires françaises, il nous fallait absolument l'accord des sociaux pros et de l'hébergement en priorité. Un sacrifice, je ne suis pas sûr qu'il faut le prendre comme ça. Quand on fait des actions de communication, qu'on y met 3, 4, 500 000 euros, suivant quelle action on ne fait pas un sacrifice, on a l'impression de faire quelque chose de positif. On va dire sacrifice, pourquoi? Parce qu'en période de vacances, on accueille des équipes, c'est aussi des clients, c'est aussi un investissement à mettre sa station en avant, à montrer ce qu'on sait faire et à dire, voilà, en plus, on parle de télé, on aura ce débat-là après, mais quand on parle de télé, on ne se trompe pas non plus, il y a la télé générique, tout le réseau hertzien, ou la TNT comme on l'appelle aujourd'hui, mais après, la couverture télé, sur une Coupe du Monde de ski aujourd'hui, elle existe. Il y a des images par centaines. Il y a une valorisation qui est faite, où c'est palpable. Encore plus, on n'a pas la télé française, certes. Par contre, on a l'ensemble des broadcasters étrangers qui sont là. Quand on parle de Méribel, Courchevel, Chamonix, Val d'Isère, faudrait faire, je ne connais pas les pourcentages, mais je suis persuadé qu'il y a plus de 65% d'étrangers aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une vraie action de communication, vers l'extérieur, de vers promotion, vers la clientèle qui est plus ou moins déjà captive et qu'on veut continuer à amener chez nous. Est-ce que les stations se battent pour avoir des Coupes du Monde, viennent voir la fédération pour que la fédération choisisse des stations ou je dirais promotionne l'action des stations pour qu'elles aient des Coupes du Monde? Depuis quelques années, il y a quand même une grande cohérence dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que la fédération est propriétaire de l'ensemble de ces événements et travaille en collaboration avec les communes et les clubs. Parce que généralement, ça part du terrain, ça part du sportif. Méribel, le dossier a été géré de cette manière-là. Au début, on a vu un petit groupe de gens motivés sur Méribel qui représentait à la fois l'Office du tourisme, à la fois l'outil de promotion et le club, donc le sportif, en disant voilà, nous on voudrait revenir dans le calendrier. Enfin, on voudrait venir dans le calendrier parce que Méribel n'a pas non plus un historique énorme en matière d'organisation de courses. Donc, on a commencé ce lobbying-là. On est parti du constat que sur le calendrier proprement dit, on n'y arriverait pas. Donc, il fallait partir sur des finales, un événement qui appartenait à la FIS et dont la FIS et le lobbying qu'on était capable de mettre en place nous permettraient peut-être de l'avoir. Ce qui s'est passé. L'événement appartient à la FIS, il vous en délègue l'organisation que vous déléguez aux stations, c'est un peu ça? Exactement. D'accord. Exactement. Donc, le dossier il est toujours mené comme ça, tripartite. D'ailleurs, on signe un contrat qui est tripartite, tous ensemble. Donc de cette manière-là, on travaille aussi bien avec les organisateurs historiques que les nouveaux organisateurs de la même manière. C'est-à-dire que nous, on va faire la négociation avec la FIS. Et puis ensuite, derrière, sur la partie un peu plus technique, organisationnelle, la FIS et l'organisateur se lient, et puis nous, on est là pour faire l'intermédiaire, l'entremetteur. Alors, je vous propose de faire une toute petite pause dans ce dossier pour voir ce qui se passe, par exemple, au Contamine. Au Contamine, eux, ils organisent des coupes du monde de ski cross depuis déjà pas mal de temps. Depuis le début, ils font aussi du biathlon. Peut-être qu'un jour ils voudront revenir dans le ski alpin, je ne sais pas. En tous les cas, pour une station comme les Contamines, c'est du boulot, c'est un vrai investissement et c'est là encore un choix. Les Contamines. Les Contamines, c'est la station qui s'est engagée depuis le début du ski cross au niveau de la FIS. On s'est engagé depuis 2003 et c'est une ambiance particulière, c'est une piste très reconnue, c'est le Kitzbühel du ski cross. C'est un parcours qui fait à peu près 1800 mètres de longueur, c'est un parcours qui affiche 270 mètres de dénivelé puisqu'on part à 1780 mètres et qu'on arrive à 1510 mètres à peu près. Voilà, donc c'est un beau parcours et une belle ambiance en général. Alors au niveau des bénévoles, eh bien, ça représente effectivement bénévoles et personnel qui travaillent sur la piste et autour de l'organisation, ça représente à peu près entre 100 et 120 personnes au total. Dans ces bénévoles, il y a des gens qui s'occupent de toute la partie restauration, accueil des athlètes, un petit peu tout ça. Et puis il y a d'autres personnes qui sont bien évidemment sur la piste pour tout ce qui est lissage, pour tout ce qui est contrôle, sécurité, secours, médecins, etc. etc. Donc un petit peu toutes les tâches qui sont affectées aux bénévoles, de la gestion de l'espace VIP jusqu'à la gestion de la piste, aux lisseurs, à tous ceux qui sont avec les râteaux pour remettre la piste en état, et puis tous ceux qui sont au contrôle des portes et un petit peu tous ces postes-là.
Alors, au niveau du financement de l'événement, eh bien, c'est vrai que le budget de la Coupe du Monde de ski cross au Contamine, c'est environ 250 000 €, entre 250 000 et 300 000 €. C'est un budget valorisé puisque dans les partenaires qu'on a, il y a bien sûr le partenaire titre qui est Audi, puisque c'est le Audi FIS Ski Cross World Cup. Ensuite, on a tous les partenaires officiels. Les partenaires officiels, c'est ceux qui participent également au financement de l'événement. Et puis, on a tous les fournisseurs officiels. C'est pour ça que je parlais de budget valorisé, puisqu'on a énormément de partenaires qui ne financent pas en direct, qui ne nous font pas un chèque, mais par contre qui apportent beaucoup de choses sur l'organisation, à commencer par exemple par les remontées mécaniques, la société des remontées mécaniques des Contamines, puisque eux nous apportent toutes les heures de machine, les forfaits pour tous les staffs, coureurs, officiels et autres, de la mise à disposition de personnel sur les pisteurs secouristes, sur les snowmakers, etc. Donc tout ça fait qu'on a un budget qui tourne autour de 250 000 à 300 000 €. La Canadienne à la troisième place, Ophélie, c'est un gros tremblement finalement pour organiser une compétition de ski cross. Oui, oui. On le sait, quand on est coureur, on devine tout ça, ou tu es au courant là, de tout ça, toi? On n'est pas au fait, moi par exemple, je ne suis pas au fait des budgets et des accords qui lient les différents intervenants, mais on est évidemment conscient de la synergie et de l'énergie qu'il faut pour faire une Coupe du Monde. On est nous aussi acteurs de cet événement, et comme chaque acteur, on se rend compte de ce que font les autres et quelle est notre part également. Alors quand tu tournes dans toutes les stations du monde, oui. Enfin toutes celles qui organisent du ski cross, voilà. Tu as tourné beaucoup aussi en ski alpin avant. Les Français, on organise bien, on peut être fiers. Elles ont raison, les stations françaises, de s'investir, selon toi? Oui, mais bien sûr qu'elles ont raison, parce que déjà, les Alpes ont un rayonnement mondial quand on parle de ski. Les Alpes françaises sont au cœur de ça, même si de temps en temps, je trouve qu'il y a un petit peu trop de complexe par rapport à la Suisse ou à l'Autriche. Mais on a des montagnes absolument magnifiques, des domaines skiables vraiment superbes. Heureusement qu'on a ça, parce que s'il y a un effort à faire, alors bien sûr je ne mets pas toutes les stations, mais s'il y a un effort à faire, ce sera justement dans l'accueil de la clientèle, dans l'hébergement. C'est souvent là que le bas blesse chez nous en France. Ah bon? Je trouve. Mais bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. Là aussi, le fait. C'est bien que tu le dises, c'est bien. Ah bon. En tout cas, là aussi, le fait de faire venir des événements internationaux met un élan, met une dynamique et forcément tire l'ensemble vers le haut. Donc c'est absolument vital d'être en mouvement et d'être les yeux rivés vers l'excellence et donc vers les Coupes du Monde, quelle que soit la discipline. Fabien, ça amène ça, une Coupe du Monde? Cet état d'esprit vers justement l'excellence, de mieux servir? C'est exactement ça. Ça crée souvent des tensions. C'est des dossiers qui sont souvent lourds à mettre en place. Mais en revanche, c'est exactement ça. On élève le niveau, on est capable d'être plus compétent, voilà, on est plus fort. Ce que dit Ophélie, c'est important. Parc hôtelier, ce n'est pas la problématique du jour, très vieillissant. Hormis les stations qui ont pu bénéficier de l'effet 92, et on les connaît, les 5-6 stations de Haute-Tarentaise, tout le reste, c'est aussi une de nos problématiques auxquelles on a à faire face dans le cahier des charges de la FIS, qui logiquement devient de plus en plus exigeant. Compte tenu de la concurrence qu'on a aujourd'hui sur les calendriers, c'est très clair. Tu veux dire que les dirigeants doivent être bien logés, c'est ça que tu veux dire? Non, ça ne veut pas dire ça. Non, parce qu'avant tout, il y a quand même une chose qui a bien changé de ce côté-là, c'est que l'athlète est quand même au centre du débat. Et que les équipes doivent être les mieux logées, les entraîneurs doivent être les mieux logés. Alors, ce n'est pas toujours vrai, mais globalement, il y a un cahier des charges qui permet de respecter ça. Mais attention, parce que de temps en temps, on est un peu à la limite de nos compétences. Donc ils auront des bons ski rooms à Méribel? J'allais rebondir, moi aussi. Parce que c'est important, c'est pas un détail. On en est, nous, à Méribel, à louer des Algeco
à mettre à disposition de nos hôteliers, nos hôtels, pour la Coupe du Monde ou les finales de Coupe du Monde qu'on aura en 2015, parce que les établissements ne sont pas équipés, ou alors c'est vraiment des petits locaux techniques, mal ventilés, mal éclairés, ainsi de suite. Donc on veut recevoir bien, comme dit Ophélie, nos équipes, du moins les équipes qui vont venir sur ces Coupes du Monde. Et donc pour bien les recevoir, la priorité aussi, on le met parce que la Charlie est bien pour bosser, il est tranquille, les conditions sont bonnes. Et donc on en est rendu effectivement à louer des modules. Lorsque on se rend sur une Coupe du Monde, le premier stress et la première préoccupation, elle se situe là, hein, la mise en place du ski room. Non mais c'est vrai. Quand les équipes débarquent, moi je suis aux hôteliers depuis 25 ans, hein, et bon, alors moi je connais le problème du ski, j'ai tourné un peu dans quelques stations, et c'est vrai que j'essaye de faire pas mal d'efforts à ce niveau-là, et je mets tout de suite à disposition, et c'est la première demande quand l'entraîneur ou les techniciens arrivent, ou même les athlètes, ils débarquent à la réception, c'est où est-ce qu'on met les skis. Alors, une dernière question pour clore ce premier dossier. Est-ce qu'on peut penser, je ne sais pas, que des stations qui ont eu des Coupes du Monde naguère, je ne sais pas, le Markstein, la Mongie, puis Saint-Vincent, des plus petites stations, puissent avoir l'espoir de revenir dans le circuit et d'organiser des Coupes du Monde, ou si définitivement les Coupes du Monde, ça va être chasse gardée des grandes stations, des stations qui ont les moyens? Je vais faire du Fabien Sayez, non. Non. Non, il faut être très clair aujourd'hui. Très clair, le standing, le nom, la notoriété de la vallée, du village dans lequel on va est très important pour la FIS, très important pour les télés, très important pour les annonceurs. Donc quelque part, je dirais presque non. D'ailleurs, il y en a certains qui se sont très bien adaptés à cette situation-là, qui sont sur des créneaux différents. Alors il y a la Coupe du Monde de ski alpin, on va dire. Alors il y a le Nordique. Le Nordique, on peut aller dans... Coupe du monde là, on va dans les petits coins, là, non encore. Coupe du monde du ski alpin, on va dire ça, c'est réservé à aujourd'hui 5-6 stations en France qui peuvent le faire, pas forcément qu'ils l'ont. Et puis ensuite, il y a le ski freestyle, le snowboard et le nordique avec des univers différents en fonction de quelle stratégie on adopte, sur quoi on veut communiquer, de quelle manière on veut afficher sa station. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un petit village comme Chaux-Neuve, comme ils disent là-bas, dans le Doubs, 250 habitants reçoivent une épreuve de Coupe du Monde qui est là pour le coup le Kitzbühel du combiné nordique. 10 000 spectateurs, il n'y en a pas ailleurs, il y en a plus qu'au championnat du monde, un engouement populaire extraordinaire, voilà, une façon simple de recevoir les gens, mais avec quelque part toute la matière qu'il faut pour recevoir une Coupe du Monde de combiné nordique. Bon, c'est une note d'espoir, on va avoir plein de Coupes du Monde. Hein, nous, ce qu'on souhaite, c'est pas rester forcément chaque année. On ne pourra pas faire du Val d'Isère. On ne souhaite pas d'ailleurs faire du Val d'Isère chaque année, Méribel accueillir une Coupe du Monde de ski alpin. Non, ce qu'on souhaiterait, c'est effectivement tourner, faire pourquoi pas du ski cross. On n'en a jamais fait. On a fait du télémark, on a fait des bosses. Ce qu'on aimerait, c'est effectivement... Ski de fond, du saut, moins équipé. Biathlon, on a fait des championnats de France de biathlon, on a fait Coupe d'Europe de biathlon, mais le site, après les Norvégiens, tout ça, ils n'aiment pas trop quand on est trop en altitude pour eux. On est déjà à 1400, 1500... non, mais le calendrier est déjà bien bouclé. Et le calendrier est pas mal. mais je pense qu'il serait plutôt sympa de faire tourner ces Coupes du Monde, du moins. Nous, c'est ce qu'on souhaiterait. Financièrement, je ne pense pas qu'on arrive à supporter. Ophélie me dit, votre budget, on ferait 10 Coupes du Monde de ski cross. Effectivement, toute la saison au même endroit. Effectivement, mais c'est vrai que l'alpin, ça a été une priorité là, pour revenir dans ce circuit, mais on est passé par du freestyle, et je pense qu'on va retourner au freestyle aussi. En parallèle, on a fait des travaux assez importants sur une piste de boss qu'on n'avait plus, un vrai stade de boss, soit à Méribel. Je propose qu'on fasse une petite pause, une petite virgule. On va attendre que Guillaume Desmurs vienne, et c'est la rubrique, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cirque blanc? C'est quoi ce cirque blanc? Guillaume, alors
Guillaume, c'est pas le grand spécialiste du ski alpin ou du nordique, c'est dans un univers un peu plus large, hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as repéré? Parce qu'en fait, ton rôle hein, ici, c'est de repérer des choses qui circulent sur le net, des petites pépites comme ça, à droite à gauche, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Alors, je suis journaliste, je me pose plein de questions quand je vois des textes, des vidéos. Donc, j'en ai repéré quelques-unes dans l'actualité du ski. Et je vais vous poser des questions et j'espère que vous aurez quelques réponses. Donc je vous propose déjà de quitter l'univers des stades de slalom, de la neige gelée, des piquets et des chronomètres pour un autre type de compétition de ski qui est la compétition de ski freeride. Donc les images qu'on va voir sont tirées de la première étape du Freeride World Tour à Revelstoke. Le skieur, c'est Jeremy Heitz. Jeremy Heitz, c'est un jeune Suisse qui est très très prometteur, donc à suivre. Et ce qui m'intéresse là, c'est la caméra qui filme ces images, et caméra embarquée, donc fixée sur le casque du skieur, et qui nous permet de vivre de son point de vue la course. Alors c'est très très impressionnant. Je me demandais pourquoi on n'avait pas ce type de caméra sur des épreuves de Coupe du Monde ou de Championnat du Monde. Ils tous là, ça arrive, hein. Ça y est, ils en ont. Enfin, en tout cas, en ski cross, c'est. J'ai une anecdote. On avait des caméras lors des JO de Vancouver, et cette année, les caméras sont interdites chez nous. Donc c'est un retour en arrière. La FIS, ils en parlent pour les championnats, non, les championnats du monde. Il faut juste faire le comparatif. Il n'y a pas de télé qui diffuse de freeride. Donc plus les initiatives personnelles sont importantes, plus il y a une visibilité pour ces disciplines-là. Dès lors qu'on est sur des droits télévision et des droits marketing, il faut qu'il y ait un contrôle de l'image. Donc aujourd'hui, au-delà du fait en Formule 1, ils le font, on pourrait l'imaginer. Oui, en Formule 1, ils le font, sauf qu'en Formule 1, c'est toujours le même qui gagne les sauts à la fin. Hein. Il faut aussi le dire. Hein. Tout est réglementé. Et donc la FIS va l'organiser sous l'impulsion des productions, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est ORF qui va produire à Schladming, et à Schladming, il y aura les premiers masques avec caméra embarquée. Très bien. Voilà. Mais pour que ça soit possible, c'est pas avec entre guillemets, les outils qu'on connaît aujourd'hui, GoPro ou autre, c'est pas jouable sur les courses qui sont réglementées par un droit à l'image. Voilà. Alors, je suis désolée, je suis obligée d'intervenir parce que ces images appartiennent au Freeride World Tour et ne sont pas libres de droit pour les athlètes et sont diffusées dans pas mal de télé dans le monde, contrairement à ce que tu dis Fabien. Il y a même des directs sur les chaînes françaises. Donc voilà. Mais je suis d'accord. On parle. Je ne savais pas que les images que tournaient les athlètes pendant leur run appartenaient au Freeride World Tour. Oui, ils sont équipés par des caméras. Oui, parce qu'ils sont équipés par des caméras GoPro, parce que justement l'image est très importante dans ces sports comme dans beaucoup de sports. Et je termine juste par justement l'épreuve de Val Thorens, où TF1 avait l'intention de venir, et la première demande avait été: est-ce que les skieurs sont équipés de caméras embarquées? Parce que effectivement, c'est spectaculaire d'avoir ces images vues du point de vue de l'athlète, et on peut imaginer qu'en descente, c'est encore plus spectaculaire. On rêve tous d'être à bord, quoi. Bon, ben voilà. Merci. C'est la partie, le débat. Alors, t'as autre chose? Kevin Rolland, alors on quitte encore les phases de freeride pour un autre type de compétition de ski, le halfpipe. Kevin Rolland, le français, 4 médailles d'or aux X Games. C'est la référence du halfpipe, l'un des meilleurs mondiaux. Il s'est blessé l'hiver dernier, il est revenu, là on va voir les premières images de Kevin qui revient sur la neige. Donc on est très content pour lui, on espère que cette année va être prolifique. Il y a un petit détail qui m'a intéressé, c'est ses skis. Regardez bien, il a des skis blancs. Il a des skis blancs. Alors on connaît la raison, c'est que son sponsor a déposé le bilan, a fermé boutique, donc il n'en a pas retrouvé pour cette saison. Il commence l'hiver avec des skis blancs. Alors est-ce qu'on peut imaginer cette situation-là avec les skieurs de l'équipe de France? De l'équipe de France de ski alpin? De ski alpin. Non. Non, pour la simple et bonne raison qu'on a une association qui s'appelle le Pool, dans lequel l'ensemble des revenus de l'industrie du ski pour le ski alpin arrive là, en tout cas l'ensemble des revenus qui vont être redistribués aux équipes de France et aux athlètes des équipes de France. Donc non, c'est pas possible. Un athlète qui...
pour X raisons, auraient plus d'équipementiers, comme ça peut arriver de temps en temps au printemps, des athlètes qui, les marques ne sont pas forcément intéressées pour les prendre, soit sous contrat, soit en termes d'équipement. À la fin, on trouve toujours un qui va lui donner des skis et qui va lui mettre des skis aux pieds. Il y a eu un précédent quand même au sein de l'équipe de France de Boss en 93 où il n'y avait plus de ski du tout pour le pool, et effectivement tous les athlètes ont commencé la saison avec des skis blancs. Parce que c'était l'arrêt de la fabrication des skis de Boss. Voilà. Globalement, les et marques. Il n'y avait pas une nouvelle marque qui s'investissait, donc il y a eu cette problématique, mais ça fait longtemps, 20 ans. Bon, une dernière chose peut-être. Allez, une petite dernière pour la route. Ouais. Karen, toi qui fais la promotion des stations de ski, je suis tombé là-dessus et je trouvais que c'était un slogan intéressant que tu pourrais peut-être réutiliser, proposer, je te le donne. La France farte. Ça vous... Non? C'est Charlie surtout. C'est Charlie? Ouais, Charlie. C'est ouais. surtout en anglais que c'est intéressant du coup. Ouais. C'est vrai, avec une lettre en moins. Bon, tu reviens dans 5 minutes. Enfin, après le deuxième débat, le ski et la télé. C'est pas toujours l'amour fou, hein, Laurent? Non, c'est un vieux dossier qui est récurrent. On s'aperçoit que dans ce début de saison un peu idyllique, avec beaucoup de neige, des bons résultats pour les Français, le ski alpin et le ski en général est un peu absent des écrans radars des chaînes hertziennes comme France Télévisions. À part quelques petits décrochages régionaux sur une compétition de combiné nordique à Chaux-Neuve ou sur la Clusaz, on n'a plus de ski à la télé. Donc c'est un vrai souci. C'est plus pour des problèmes souvent de place de programmation dans la grille que pour des coûts de production, parce que je crois savoir, et je parle sous le contrôle de Fabien, que Infront, dont on reparlera tout à l'heure, qui est la société qui gère les droits télé et marketing pour la Fédération internationale de ski, ne fait pas payer en France les droits pour les télés, ce qu'elle fait payer à l'étranger. Donc on s'aperçoit que c'est plus un problème de... Excuse-moi, c'est juste en fait, faut savoir qu'Infront paye la production, voilà, et produit les images, mais elle ne refait pas. C'est le seul pays au monde, voilà, où elle fait ça. Alors que, et elle ne le refacture pas. Voilà, en Autriche, c'est l'ORF qui va payer. En Suisse, c'est voilà, c'est sur la production. En fait, le problème, c'est que le ski est retransmis, il est diffusé, il y a des droits. Les chaînes hertziennes en France s'en désintéressent. Un tout petit peu France Télévisions au moment des championnats du monde, mais pas sur les Coupes du Monde. Beaucoup pendant les championnats du monde. Beaucoup pas les championnats du monde. Et on peut voir du ski évidemment sur notamment Eurosport. Eurosport 1 et Eurosport 2, on voit beaucoup de ski à la télévision. Est-ce que c'est quelque chose qui satisfait la fédération ou les organisateurs, cette organisation justement qui permet de voir du ski sur des chaînes câblées où on s'abonne et pas suffisamment sur les hertziens? On préférerait l'avoir sur le hertzien, c'est une évidence. Aujourd'hui, on préférerait que France Télévisions, en l'occurrence, parce que c'est souvent eux qui prennent à leur charge le sport français, globalement, dans pas mal de cas, hormis sur des événements très particuliers, on préférerait qu'ils soient producteurs des images et donc détenteurs des images et qui produisent nos Coupes du Monde en France. C'est pas le cas. Donc à partir de ce moment-là, on a une agence en face qui nous dit bon ben nous on vient, on fait la prod, c'est dans le cahier des charges, c'est négocié sur notre contrat et aujourd'hui on est très content que ça se passe comme ça. Il y a certaines épreuves de Coupe du Monde dans certains pays, ils payent leur production. Là, c'est des coûts qui sont très importants. Je crois que c'est 400 000 € par jour. Globalement, c'est ça. Sur Val d'Isère, il faut compter un peu moins d'1 million pour faire un week-end de course. Donc, non, ça ne nous satisfait pas. On aimerait que le hertzien soit là. À la fois, ça nous satisfait parce qu'on est présent dans toutes les disciplines, tous les week-ends à la télé. Alors certes, pour trop peu de monde encore, je dois dire aussi que cette année ça a été un contexte particulier parce que l'année dernière on a eu quelques manches parce que la négociation que Michel Vion avait fait avec France Télévisions avait réussi à sortir quelques manches produites par France Télévisions avec des moyens de France Télévisions. C'était assez satisfaisant. Cette année, on était dans une position qui était sportivement encore meilleure, un contexte qui était encore meilleur. On aurait aimé que ça soit la même chose. Et ça ne l'a pas été. Du coup, ça a un peu agacé, on va dire, le milieu de la montagne. Voilà. Alors, mais en fait, il faut quand même être clair. C'est vrai qu'il y a une production d'images qui est donc faite. Et les chaînes doivent racheter, à l'exception des news, les droits. Donc, une chaîne qui veut diffuser du ski paye. Voilà. Oui, c'est pas pareil.
Pedretti qui tourne, qui est à Paris, il est allé faire un peu le tour des rédactions justement pour voir ce qui se disait dans les rédactions, comment les journalistes ou les responsables de chaîne justifiaient le fait qu'il n'y avait pas plus de ski à la télévision. Concernant le ski de compétition, il n'est pas beaucoup diffusé. En tout cas, ça manque sur une grande chaîne. À part les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde qui sont diffusés, on n'a pas les épreuves de Coupe du Monde. C'est Eurosport qui diffuse, c'est pas une télé hertzienne. Parce que ça fait peut-être peu d'audience, parce que c'est compliqué, je pense. C'est compliqué parce que c'est un sport d'extérieur, avec des contraintes météo qui font que c'est pas toujours aux heures prévues, c'est pas toujours les jours prévus. Le ski, c'est très beau à regarder, on se rend compte de la performance des athlètes, mais il n'y a pas vraiment d'aspect populaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange entre le public et les sportifs, comme on peut voir sur un match de foot, sur un cours de tennis ou un terrain de rugby. Il faut qu'il y ait des leaders charismatiques. Luc Alphand a contribué dans ses grandes années, 95-97, à attirer des médias, à attirer des télévisions. Depuis, il y a eu des champions, mais pas de très grands champions. Les skieurs n'ont pas des personnalités qui dépassent le cadre du sport. Parce que pour qu'un sport comme le ski soit très médiatisé, il faut qu'il y ait une personnalité. Martin Fourcade, il fait un hiver extraordinaire l'hiver dernier. Il est 3 fois champion du monde, il gagne la Coupe du Monde. Il est plus connu en Allemagne qu'en France. Un chiffre d'audience qui a été plutôt intéressant pour nous, c'est l'an dernier la finale du Free World Tour à Verbier, qui avait rassemblé un peu plus de 55 000 personnes à regarder uniquement le streaming live. Donc il y a une vraie appétence pour tout ça, il y a une vraie volonté de pouvoir retrouver ces contenus-là. Il y a du monde qui cherche ces contenus-là. Eurosport est vraiment la chaîne du ski. Alors on a parlé de la France, il ne faut pas oublier qu'Eurosport, c'est 120 millions de foyers en Europe. Eurosport permet aussi de populariser le ski dans un certain nombre de pays en Europe où, sans la diffusion de notre chaîne, ils ne seraient pas montrés. Et donc ça ne pourrait pas leur permettre de se développer, à la fois en termes de potentiel touristique et d'intérêt sportif. Bon Gilles, je ne sais pas si tout ça a pu vous éclairer sur la question. En tout cas, j'ai une petite idée, organiser le championnat du monde des ratés qui n'ont jamais pu se qualifier en Coupe du Monde. Régalez-vous parce que les droits, c'est gratuit. Riders ready, attention, go! Bon, des réactions, c'est édifiant quand même ce que disent les responsables de chaîne ou les gens qui suivent plus ou moins le ski. Qu'est-ce que vous avez retenu, Ophélie? Les champions pas assez charismatiques. Voilà, les champions pas charismatiques, mais en même temps, il faut peut-être leur tendre des micros, leur mettre des caméras, et ce monsieur verra très certainement qu'il y a des beaux personnages et des caractères, des gens qui sont absolument posés autant sur leur ski que dans leur tête et qui sont capables de montrer que les skieurs devraient être plus montrés. Ils ont toujours un casque. Voilà. Ça, c'est la timidité. On voit pas quand tu souris. Oh, je parle pas que de moi, hein, non, misère. Non. Je parle de toi. Heureusement, il y a beaucoup de monde, et de plus en plus, justement, des personnes qui, au contraire, moi, je trouve qu'ils sont très charismatiques, qui manquent de couverture médiatique. Ça, c'est une autre chose. Fabien, dans ce que tu as entendu, il n'y a pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand même, quand on a un leader très fort, capable de gagner en France, capable de gagner le jour où, par le fruit, enfin, le jour où la ménagère de 50 ans n'est pas devant sa télé, en clair, dire tiens, il y a une manche de ski. Si ce jour-là, tu arrives à gagner, il y a de fortes chances pour que tu deviennes quelqu'un. C'est aussi pour ça que je dis, ne rêvons pas, on a un objectif, être champion olympique. Si on a des gens qui sont champions olympiques, les gens seront connus. Peut-être il y aura un intérêt aussi de la part de la télé. La deuxième chose, on a quand même, et Ophélie le dit, on a pas mal de bonnes personnes, ils s'expriment bien, les hommes et les dames, les champions qu'on a, qui sont plus ou moins charismatiques, mais ils font tout très bien. Souvent, les rédactions oublient de dire, nous on aimerait bien venir sur vos événements, mais pas payer. Vous comprenez, c'est régi par des droits depuis 50 ans, mais nous, c'est pas comme ça que ça nous va, parce que nous, en France, on ne fait pas de la même manière. Parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que la plupart des médias français refusent de payer, alors que les médias étrangers, eux, payent pour couvrir un sport. Et la plupart du temps aussi, souvent, ces médias étrangers sont là sur l'ensemble de la saison. Aujourd'hui, il y a peu de médias, Laurent, je te renvoie à ça, mais tu le sais, vous êtes peu à couvrir l'ensemble des Coupes du Monde de l'hiver. Donc, c'est tout un paradoxe. Plus le fait qu'on est sur un vieil héritage quand on revient aux stations,
d'un lien qui s'est fait avec les offices du tourisme en matière de promotion, de mise en avant du secteur touristique. Et puis que quand on fait une Coupe du Monde, c'est un prétexte à faire la promotion touristique de la station, logiquement, et que là, on a télescopage entre deux types de publics et deux types de médias. Mais qui sont les grands médias et qui touchent peut-être justement ta ménagère ou des jeunes ou ma chaîne étudiante par exemple qui était à Val Thorens et puis d'autres, Puzzle Media, etc., France O, etc. Je pense que ma chaîne Extrême, c'est des gens qui peuvent contribuer à faire en sorte que ces athlètes-là et que le sport soit découvert finalement par cette grande majorité des Français qui peut-être la connaissent pas bien. Et c'est peut-être une porte d'entrée pour ensuite effectivement arriver à ce que tu dis. Dans le meilleur des mondes, effectivement, si les télés achetaient les droits systématiquement et qu'on voyait du ski tout le temps à la télévision, on serait tous merveilleusement heureux. Ce qu'on comprend même dans ce que tu dis, c'est que du ski, on peut en voir dans plein de niches. Il y a plein de manières de pouvoir voir du ski, soit sur les chaînes spécialisées, soit sur Internet, etc. En revanche, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de ski, c'est que France Télévisions et TF1 et la 6 ne sont pas là. C'est ce que tu as constaté, c'est ce que tu entends dans les stations. Oui, quand je suis arrivé à la Coupe du Monde de Val Thorens, la première réflexion, je discute avec l'hôtelier, je lui dis ça va, la saison a bien commencé, oui, la Coupe du Monde, ça va, oui, ça va, sauf qu'il n'y aura pas d'image à la télé. C'est la première. Parce qu'il n'y avait pas France 3 ou... Parce qu'il avait entendu, à juste raison, qu'il y avait un problème sur le paiement des droits et que, manifestement, il n'y aurait pas d'image, j'allais dire, en dehors du droit à l'information qui permet de diffuser 90 secondes dans les 48 heures ou les 24 heures, il n'y aurait pas d'autre image possible si les télévisions, les équipes n'avaient pas payé s'étaient pas acquittés d'un droit. Et ça l'hôtelier, ça le chagrine parce qu'il sait que sa station a investi quand même pas mal d'argent et du coup le retour sur investissement sur la télé et les images, qui est quand même l'enjeu, nada. Alors, je vous propose d'écouter ce que dit Daniel Despins, que vous connaissez tous, qui suit le ski, qui est à France 3 Alpes. Lui, pourquoi on le voit moins sur le ski ? Alors nous en région c'est un peu particulier, on est France Télévisions mais on n'a pas les moyens de Paris. Donc en fait chaque année Paris fait son marché sur des événements sportifs, soit du handball, du football, du rugby, ils achètent des événements pour lesquels ils achètent les droits à l'image. Donc nous, par répercussion en région, on bénéficie de ces droits. Et dans ce cas-là, on couvre la course comme n'importe quel journaliste, on est dans la raquette d'arrivée, l'arrivée des athlètes, on pose nos questions, on a droit aux images, on file au montage et on sort un sujet normal. L'exemple, par exemple, c'était Val d'Isère cette année, pour la course des hommes, Paris a payé, on a eu le droit de travailler avec les autres journalistes normalement. L'inverse à Courchevel, où Paris n'a pas payé les droits pour cette course. Là, du coup, on se retrouve démunis. Donc, c'est un peu le système D, parce qu'on n'a plus droit aux interviews dans la raquette. On est obligé de s'arranger avec la fédération pour qu'elle nous glisse les athlètes au-delà de la raquette, parce qu'une fronde surveille. Alors, on se fait chasser parfois, parce que nous, on tente le coup, évidemment. On essaye de... Puis une fronde, non, hors dehors de la raquette. Donc, on file hors dehors de la raquette. Et on a les athlètes un peu plus tard, mais le plus rapidement possible, pour filer au montage. Donc, on se débrouille. C'est un petit peu à la petite semaine, c'est un petit peu à la bidouille. Avec la fédé qu'on connaît, on trouve toujours un arrangement pour pas être trop loin de la raquette, pour pas être exclu non plus de l'enceinte sportive, pour avoir l'impression d'être sur l'événement. Mais c'est une petite triche quand on n'a pas payé. On est extérieur à la raquette et on se débrouille avec ça. Sinon, on n'a rien. Fabien, une grande chaîne comme ça doit bidouiller pour arriver à montrer du ski. C'est l'envers du décor un peu. Ce problème des droits, on voit bien que... Non mais Daniel l'a bien exprimé en fait. Pour moi ça ne fait pas débat. C'est-à-dire que quand les droits sont payés, contexte de travail on va dire classique, dans une zone mixte qui se respecte, vous allez dans n'importe quel événement sportif, il y a une zone mixte dans laquelle il y a la presse écrite, les TV, pardon. Très loin, très derrière. Les TV, les radios et la presse écrite. Et voilà, France Télévisions paye les droits, il travaille, et France Télévisions paye pas les droits, et ben on s'arrange. Heureusement, il a été gentil avec nous, il a dit la fédération est toujours là pour nous arranger dans un contexte hors stade, entre guillemets. Alors, ça fait des choses bizarres parce que, encore pour revenir sur Val Thorens, tu fais une interview avec Sport 365 qui diffuse les images d'Ophélie dans la salle de presse. En plus, il fait nuit, enfin bon, il n'y a pas même de contexte neige, qui devait être attaché à ces images de course à l'origine, voilà, et finalement qui sont diffusées comme ça.
Voilà. Ophélie, elle fait un sport dont elle parle très très bien, mais on voit pas du tout d'image. Donc ça, on a finalement des résultats parfois, mais encore une fois, il y a une règle du jeu, c'est certain, mais voilà, c'est difficile pour les petites chaînes ou des chaînes qui ne sont pas organisées. Ou, bon, en plus, là, il y avait des choses qui avaient un petit peu changé. Oui, il y a un flottement cette année sur le ski. Parce que c'est vrai que ce qui est sur l'alpin admis depuis des années avec des règles, sur le ski cross, ça se met en place parce que c'est une nouvelle discipline, qu'elle devient spectaculaire. Et du coup, il y a peut-être eu un peu flottement dans cette... avec des sponsors qui arrivent. Avec des sponsors comme Audi qui arrivent. Donc, ça a été peut-être fait dans la précipitation cette année. Et je pense qu'il sera bon à la fin de saison que tout le monde se rencontre pour en discuter. Justement, il y a eu un problème à Val Thorens, c'est que TF1 aurait bien aimé travailler. TF1 qui ne vient pas souvent sur le ski quand même. Et si TF1 fait quelque chose dans le journal de Pernod, je pense que ça a pas mal d'impact. On écoute Sander Randézadré de TF1. Il y a eu une mission Val Thorens proposée par Jean-Pierre Ferret, un de nos journalistes, pour couvrir la Coupe du Monde de ski cross là-bas. Les éditions, les rédacteurs en chef des journaux étaient intéressés par des sujets ski cross, lui était motivé par y aller. Et puis lorsqu'il a fallu négocier une accréditation pour pouvoir travailler et faire ces sujets sur place, elle nous a été refusée par Infront, qui est le promoteur du ski en général, qui vend ces accréditations, alors qu'en sport, il y a les histoires de droit qui sont très particuliers, mais les accréditations et l'accès aux zones mixtes ne sont pas payants dans les autres sports. Voilà, donc là, c'est pas un problème de droit, c'est un problème d'accréditation de journaliste. Enfin, c'est comme ça qu'il le présente. C'est un petit peu lié quand même, parce qu'il devait venir avec la caméra quand même. Donc, tu fais des images sur un événement, tu rentres dans un stade, tu payes des droits. C'est-à-dire, on ne voit pas ça ailleurs. Non, dans un stade, tu peux rentrer pour interviewer les athlètes, mais pas pour avoir les images de la course. Voilà. Tu as le droit à l'image. Tu as quand même le droit à l'image. Tu as le droit à l'information, c'est au moins une minute. Mais là, il existe. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne voit pas assez de ski. Et en même temps, on n'aide pas les personnes qui sont prêtes à nous montrer, on ne les aide pas à faire leur travail. C'est là où je me dis, il y a vraiment le bas blesse. Infront, très clairement, a saboté l'investissement des Coupes du Monde françaises, en tout cas pour ma discipline. Pour ta discipline. Non, je ne peux pas te laisser dire ça, Ophélie. Non, moi, je le dis comme ça, Fabien. Infront, on fait un week-end de ski alpin Infront, ils amènent 1 million d'euros sur la table. D'accord ? Pour qui ? Pour nous. Pour la fédération. Organisateur, fédération, je veux dire. Pour un week-end. D'accord ? On s'entend bien. Ils amènent la production, gratos. Donc il y a la production plus le chèque, les deux ? Les deux. Ça veut dire que Fabien, le plus gros tu partenaire. Parles du ski alpin. Non mais pareil. Mais c'est pareil. Prends n'importe quel organisateur, Ophélie, de ski cross, n'importe quel organisateur de ski cross, tu lui dis tu payes ta production, tu n'as pas de rémunération en face. Je peux te garantir, je te mets un billet sur la table, qu'il n'y a plus personne qui organise des Coupes du Monde de ski cross. Donc on ne peut pas dire. Le plus gros partenaire de nos épreuves de Coupe du Monde en France, c'est Infront. C'est lui qui vous donne le plus d'argent. D'accord. Sonnante et trébuchante, plus c'est ça. C'est sans commune mesure avec n'importe quel partenaire. C'est combien, par exemple ? Institutionnel. Je te dis, tu fais une Coupe du Monde à Chamonix, la rémunération, c'est 1 million d'euros. Un week-end homme de vitesse, c'est 1 million d'euros plus la prod. Tu fais un week-end de ski cross, comme on a fait ces dernières semaines en France, c'est toute la prod, globalement, allez, 100 000, entre 100 et 150 000 euros. Et puis derrière, tu as une petite rémunération marketing qui vient s'ajouter, mais limitée. Mais en revanche, les rémunérations font que d'augmenter sur le ski cross. Avec l'arrivée d'Audi, Audi a dit, nous on vient, sponsor titre, et puis en plus on met une enveloppe pour les organisateurs. Pour chaque Coupe du Monde. Très bien. Si ces images, si ces courses, on les voit pas. C'est ça. Après. Moi, je suis un peu bête. Parce que si on donne l'exclusivité à une petite chaîne qui va être regardée par 50 000 personnes, on les voit en Allemagne, on les voit en Autriche, on les voit, mais pas en France. Et en Italie. Mais on peut pas faire un système à deux vitesses en disant tiens messieurs, vous voulez pas payer, mais on va vous donner quand même les images parce que vous êtes gentils d'organiser une Coupe du Monde. Et puis à côté de ça, vous avez les Allemands qui arrivent. Quelle que soit la discipline, en disant nous on achète les droits, alors on a une négociation globale, on achète la totalité des droits et on a le droit de diffuser. Par exemple, on a Eurosport, je finis Gilles, oui. Par rapport à Eurosport, ils le disent très bien. On est là, on couvre 54 pays, je crois. Oui, mais en France, c'est 350 000. Val d'Isère, c'est le plus gros score qu'ils aient jamais fait, c'est 350 000. Tout à fait. C'est moins
qu'une retransmission régionale de France 3. Mais logiquement. Logiquement. Donc l'intérêt de la fédération et des skieurs, il est où là? Non, mais l'intérêt de l'agence à qui on confie les L'agence, oui, mais après. Mais l'intérêt du sport, du ski en règle générale, si on regarde la couverture, il y a un problème de ce côté-là qu'en France. Il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. Voilà, c'est un problème de, effectivement, médias français. Nos chaînes n'achètent pas, quoi. Voilà. Ne prennent pas les parce que le ski n'est malheureusement pas prioritaire. Des téléspectateurs au congrès de la FIS ce printemps, ça fait peur quand on est station de ski française, organisatrice d'événements internationaux, ça fait peur. On est au 11e rang, je crois, en France. Oui, parce qu'on n'a justement pas les chaînes génériques. Mais si on regarde les audiences d'un Val d'Isère quand ça cartonne, c'est 75 millions de téléspectateurs. On parle de promotion, 75 millions de téléspectateurs. Mais à l'inverse, comme l'a dit Fabien, pour nous, parce que épreuve d'âme, après les championnats du monde, mais nous c'est 500 000 euros Infront. D'accord, mais la fédération, droit marketing, droit. La fédération, elle a quand même vocation à développer l'image aussi de ses sportifs en priorité en France, non? Il y a aussi vocation à recevoir 1 million d'Infront. Mais là où, encore une fois, je comprends le sentiment d'Ophélie et ce que tu as expliqué, évidemment, complètement juste. Mais comme il y a eu, encore une fois, ce décalage de compréhension par rapport au droit, parce que c'est un petit peu nouveau, pour le ski cross cette année, à une semaine vraiment de la venue de tous les journalistes, je pense que c'est ça qui a créé un petit peu ce... Maintenant, quand les journalistes donc ça a frictionné un peu, mais ça va s'arranger. La précision, c'est que maintenant, ils savent qu'ils doivent payer s'ils... droits nationaux. Voilà. Jusqu'à l'année dernière, les droits nationaux, on les a achetés, nous, la fédération, et Infront nous les a vendus en disant voilà, vous pouvez acheter l'ensemble des droits nationaux. Et nous, on les a délégués aux organisateurs en disant sur les droits nationaux, tout type de journaliste peut accéder sous couvert du contrat avec la fédération. Sauf que cette année, Infront, avec l'arrivée d'un sponsor titre et on va dire de plus de visibilité marketing, a dit maintenant on arrête ça parce qu'on vous donne les droits pour rien globalement. Ok. Voilà. Bon, on clôt. On peut voir du ski, mais il faut le chercher. Il faut s'organiser pour le trouver, c'est ça. C'est ça. Et il faut être un peu insomniaque aussi des fois, parce qu'il y a des horaires bizarres. Mais comme ça, tu peux revoir tes courses. C'est vrai. On retrouve Guillaume Desmurs qui vient nous faire une deuxième petite visite pour qu'est-ce que c'est que ce cirque blanc. Alors, deuxième livraison. Deuxième livraison. Donc je vous ai écouté discuter un petit peu quand même. Quand même, ouais. Donc si j'ai bien compris, pour devenir une star, les skieurs ne peuvent pas vraiment compter sur la télévision. Alors ça tombe bien parce que Tina Mazet a une autre solution pour devenir célèbre. Tina Mazet est la meilleure skieuse du monde qui domine la Coupe du Monde, qui nous fait un clip. Visiblement, les skieurs n'aiment pas les cailloux, mais ils adorent le rock. Ophélie, tu nous prépares un tube, dis-nous la vérité. Oh punaise. Vu mon filet de voix, ça va cartonner, c'est sûr. Non, mais alors, franchement, moi j'ai adoré. Elle a quand même lancé cette chanson et ce clip le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde à Soldan. Ouais. Ça, c'est fort. En gagnant. Ouais. En gros, elle est arrivée. Moi aussi, j'ai trouvé ça super fort. Elle est arrivée, c'était bien sûr programmé en amont, hein. Donc je la trouve gonflée, joueuse, super belle, talentueuse. C'est une belle ambassadrice, quoi, et tout le monde en bénéficie, hein, de personnages comme ça. On parlait qu'on avait besoin de personnages charismatiques.
Même quand ça vient de l'étranger, c'est tout bénef pour nous aussi. Bon, elle est quand même numéro 1 mondial au départ. Hein. Mais pas au top 50. Non, mais pas au top 50. Non, pas au top 50, mais quand elle gagne, on sait que c'est une des meilleures skieuses. Elle serait 68e mondiale, elle aurait fait un clip, je suis pas sûr que ça aurait fait autant de buzz. D'ailleurs, on permet de faire ça quand on est devant. Voilà. Ouais. Oui, mais là où c'est fort, c'est en début de saison de lancer ça. Ça veut dire qu'elle sait déjà qu'elle va gagner aussi derrière, et elle le confirme en ce moment avec ses résultats incroyables. Son casque. Son casque Milka. On parlait de charisme et de personnalité des skieurs, justement. Alors, il y a un skieur qui a pas mal de personnalité, qui aime bien l'ouvrir, c'est Julien Liseroux. Donc, il a fait un texte sur son blog, publié sur son blog. Ted Ligeti avait fait la même chose sur un autre thème. Et voilà, finalement, moi, je suis un peu surpris. J'imaginais que la FIS, la Fédération internationale du ski, était très à l'écoute de ses compétiteurs, et visiblement, ils se sentent obligés de donner leur avis dans des positions très critiques vis-à-vis de la FIS sur leur blog. Oui, ils ont manifesté l'année dernière à Zolden, hein, tous les skieurs, c'était une première. Ils se sont levés pendant le forum de la FIS, hein, pour dire leur mécontentement quant au changement des règles. C'est vrai qu'ils ne sont pas écoutés, hein, je veux dire, même un Didier Cuche qui est quand même un personnage charismatique, quand il ouvrait, il prenait une amende. Voilà, donc c'est la FIS, elle décide, et elle n'écoute même pas après, quoi, souvent. Voilà, c'est souvent comme ça. Et il n'y a pas qu'en ski cross, alors finalement, vous n'avez pas la droite. Non, de toute manière, c'est la même fédération internationale, hein, qui nous gère tous, donc c'est vrai que c'est frustrant en tant qu'athlète. Hein, Oui, surtout que vous mettez votre intégrité physique en jeu, vous êtes les acteurs, et on pourrait penser qu'on vous écoute un tout petit peu plus. Voilà, c'était sur des problèmes de règlement, de sélection. Mais il a complètement raison, bien sûr, parce que c'est absolument pas sportif et fair play, hein, donc il a entièrement raison. Quand les athlètes montent au front comme ça, c'est à chaque fois vraiment justifié. Parce que justement, si on en arrive à ça, c'est que... Je crois que Fabien avait voté contre, d'ailleurs. Hein, sur ce sujet-là, c'est très clair. Après la tribune ouverte ou pas tribune ouverte, mais... Il y a une entité qui décide à la FIS dans chaque discipline, en l'occurrence le board alpin, pour parler des règlements des skis en alpin, moi j'en fais partie. On a été 3 à voter contre le règlement, plus que sur le règlement, sur le process, sur la procédure. Et là-dessus, c'est très clair. Oui, à des moments, il y a des positions qui sont très radicales. Dans un système démocratique, on sait que tout bon système démocratique qui se respecte, c'est généralement la voix d'une personne. Donc, voilà. C'est le cas. Je viens de dire, je la vois pas trop, la démocratie, mais bon. Non, c'est bien ce que je viens de dire. Elle est bien cachée. Voilà. La démocratie de Winter. Voilà. Très bien. Bien. Dernière chose, donc sur le ski cross, justement, un skieur qui aimait bien l'ouvrir aussi, qui a quitté le ski cross après les JO, qui est Enak Gavaggio. C'est étonnant. que tu connais très bien. Donc c'est l'un des skieurs les plus fantasques, les plus iconoclastes du ski français. Aujourd'hui, il se consacre au freeride. J'ai juste sélectionné une petite citation de lui, puisqu'on va parler du ski cross juste après. 5 victoires en Coupe du Monde FIS ne valent pas une seule médaille aux X Games. Ophélie ? Je suis assez d'accord. Et on va rejoindre à nouveau ce problème de médiatisation. Et c'est vrai qu'au X Games, malheureusement, on n'y est plus. Ça, c'est vraiment, mais alors, terrible. Écoute. Parce qu'il n'y a pas de... Du coup, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas justement de... du coup, il y a une espèce d'hégémonie. Ouais, voilà, de la Coupe du Monde. Et je crois que c'est absolument pas bon. Mais ça, dans tous les domaines. Hein. Au X Games, on avait vraiment une couverture médiatique fantastique, et il mettait en avant le côté spectaculaire de notre sport, qui est à mes yeux l'âme de cette discipline. Et il y a aussi un côté historique, c'est que notre discipline est née au X Games, et il y a tout ce poids qui fait que je rejoins totalement la phrase d'Enak. Alors Ophélie, là tu as tout fait, tu as animé, tu as fait la parenthèse. On va passer au 3e thème du jour, c'est donc l'avenir du ski cross, l'avenir de ton sport. Voilà. Bon, on remercie Guillaume, il va revenir tout à l'heure. Alors, même process,
L'avenir du ski cross. C'est une discipline qui est montée très très vite, hein. Initiée à l'époque par une marque Salomon qui a lancé ce concept en s'inspirant des États-Unis et des X Games. Ça a tout de suite démarré très fort, et quand tout ce qui démarre très fort, la FIS s'est intéressée au ski cross. Elle en a fait un circuit de Coupe du Monde qui s'est bien développé. On a vu que ça a été reconnu par les instances du CIO. C'est devenu un sport olympique. Ça a fait un carton à Vancouver avec des images magnifiques, hein, qui ont vraiment déchiré les écrans. Et puis là, on s'aperçoit que, un signal des États-Unis, les X Games qui avaient enfanté cette discipline spectaculaire décident de ne plus l'organiser, donc à Aspen. Donc on ne le verra pas non plus à Tignes cette année, hein, c'est clair. Après, un autre phénomène, un accident cet hiver a marqué aussi les esprits en matière de sécurité et a un peu interpellé tout le milieu. Un accident mortel, hein, de Nick Zoritzik, le Canadien, qui a vraiment marqué, je crois, le milieu et obligé la Fédération internationale à essayer de structurer cette discipline un peu plus. Alors, Ophélie, comment tu définis ton sport, quoi? Quand quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne le voit pas à la télévision, qui te voit, qui te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais du ski cross. Qu'est-ce que tu expliques alors? Comment tu dis ça? Alors, j'explique que ma discipline s'est inspirée du supercross en moto et qu'on l'a amené sur la neige, sur une piste. Et voilà, donc je dis qu'on part à 4, en règle générale, à 6 sur les Pro Tours avant, et qu'on évolue sur un terrain accidenté et qu'on retrouve les mêmes modules que les clients peuvent retrouver dans les snowparks. Voilà, alors, à Megève, il y a eu une Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Hein, où tu as fait un petit podium, c'est tout frais. Ouais. Philippe Savoya et Christophe Delachat ont fait un tout petit tour des pistes pour avoir quelques réactions justement dans le milieu du ski. Vous allez voir des têtes connues sur ce que les gens pensent de l'avenir du ski cross. Pour les jeunes, c'est quelque chose de bien, quoi. Ça doit être très sympathique pour les jeunes et spectaculaire pour les spectateurs. Ah, c'est devenu beaucoup plus technique et beaucoup plus FIS orienté, je dirais. Ça ressemble beaucoup à l'alpin. Et il y a beaucoup moins d'esprit, je pense qu'il y a beaucoup moins d'esprit free qu'on avait sur les crossmarks au début de la création de la discipline, ça c'est certain. Ça s'est relativement professionnalisé, déjà depuis les Jeux Olympiques de Vancouver, où ça a été un gros événement là-bas, donc c'est un peu popularisé ce sport, c'est un peu plus présent dans les médias, ce qui est bien. Il y a plus d'efforts qui sont investis sur la préparation des pistes. Après, c'est peut-être un peu moins l'ambiance festive qu'on avait au départ. Moi, ce n'est pas des disciplines que je connais très bien. Hein. Je pense que c'est bien parce que ça va un peu vers l'orientation des jeunes actuellement, d'avoir un peu plus de loisirs, peut-être un peu moins de compétition, mais un peu plus de spectacle. Je veux dire, on va vers le spectacle, on le voit dans toutes les nouvelles disciplines qu'il y a beaucoup plus de spectacles. L'intérêt du ski cross est surtout un rajeunissement de l'image de marque Décontamine, donc avec ce ski cross qui ramène toute une atmosphère et une attitude jeune et tout à fait dans le style des nouvelles pratiques du ski et de la montagne. Alors Gilles, pourquoi se prendre la tête à organiser des Coupes du Monde quand on a une station comme Megève où on a tout? C'est une bonne question. Un peu de dépit aujourd'hui, non, beaucoup de travail. C'est très, très spécifique, nous habitués à plus aux épreuves alpines. Pour ce qui est de ma part, c'est un autre sport. Ouais, c'est plus difficile d'organiser que l'alpin? Plus difficile, beaucoup plus de travail dans le sens où le parcours est tourmenté, donc accessible que aux hommes et avec des pelles, très peu en machine. En alpin c'est facile, quand il fait ce temps-là, on met les dameuses, on pousse, on racle un petit peu derrière et on arrive tout de suite à ressortir une belle surface. Là c'est énormément d'huile de coude, donc ça donne beaucoup de personnel et on voit qu'aujourd'hui on a mis plus de 120 personnes sur la piste et on a quand même du mal. Nos amis de Megève et Décontamine ont bien compris le message et arrivent à se positionner pour faire des belles courses, être bien positionné au niveau du circuit international, c'est ça qui est important. On ne peut pas tous avoir les Coupes du Monde de ski alpin, c'est clair, et on en a la preuve à Chamonix. Et voilà, je pense que faire du ski cross au Contamine et à Megève, c'est une excellente idée. Alors
voilà, c'est un micro-piste, hein, ça part un peu dans toutes les directions. On constate que le ski cross s'est installé. Hein, maintenant, il n'y a plus personne qui dit c'est quoi ce sport, quoi. Donc il est installé, il est respecté. C'est vrai que c'est grâce aux Jeux de Vancouver, vraiment. Certainement. Ouais. Et on voit que c'est difficile à organiser, donc c'est aussi du boulot. Alors peut-être plus difficile qu'une course d'alpin, pas forcément. Non, enfin, quoi qu'il arrive, c'est un gros travail avec une grosse logistique, machines, sécurité, filets, enneigement. Et dès lors qu'il faut soit produire la neige quand on l'a pas, soit la pousser quand on en a trop, ça reste compliqué. C'est un sport d'extérieur à forte logistique, donc oui, c'est complexe à organiser. Oui, mais là, Faussou, il avait pris un petit coup de oui, un petit coup parce qu'il y avait beaucoup de neige. Mais ça allait mieux hier. Parce que l'interview aurait été faite le lendemain, le jour des finales, il aurait eu la banane. Il aurait eu la banane, il y a eu des super finales, quoi. C'était une belle course, quoi. C'était une très belle course. Alors, on est au milieu de la saison. Ce débat, c'est pas celui qui t'anime en ce moment parce que tu es en plein dans le cœur de la compétition. Oui. Mais est-ce que tu es préoccupé par l'avenir de ce sport là, quand justement tu constates que les X-Games s'en désintéressent, que la FIS prend tout en main et on sent que c'est pas tout à fait forcément ce que vous souhaitiez ou vous souhaitiez les deux. Comment tu vois ça, oui, toi moi, oui, je suis pas pour un monopole, donc je pense pas que ce soit très constructif les monopoles. Donc c'est pour ça que je dis c'est dommage qu'il n'y ait pas le contrepoids au circuit FIS. Juste le petit point sur les X-Games, ESPN, qui est une très grande chaîne aux États-Unis, a elle aussi malheureusement des petits problèmes financiers. Et c'est pour ça que le border cross et le ski cross ont été sortis du programme, mais ils ont la farouche volonté de le réintégrer et ils voudraient le faire à Tignes notamment. Et là, bisbille un petit peu pareil financier avec Canal. Donc c'est les télés qui commandent finalement, non? C'est les télés qui pilotent, c'est vrai? Mais on en a parlé sur le débat d'avant. Ouais. On parle des X-Games. Les X-Games, même combat que la FIS, on est sur une télé et un média qui organise un événement. Et à partir de ce moment-là, on règle le problème de la télé. Oui, c'est même pire pour les X-Games parce que c'est un produit télé qui a été concocté par ESPN à l'époque. Hein. On est encore dans un modèle économique. Ce qui est rassurant par rapport à la question, c'est que la FIS se soit occupée du ski cross. C'est ce qui est rassurant aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un sport. Ça veut dire que ça existe encore. Voilà. Et le fait qu'il rentre dans le giron olympique, faut pas se tromper. Il y a beaucoup de monde qui a été voir la FIS pour dire vous voulez bien nous présenter aux Jeux Olympiques. C'est pas la FIS qui s'est intéressée au ski cross. La FIS, elle a dit moi j'ai globalement, à l'époque, elle avait 45% des médailles distribuées sur l'hiver, ce qui est déjà énorme. Donc on est venu la voir, on dit ski cross, ça vous intéresse? Pourquoi pas? On peut vous aider à faire le lobbying nécessaire pour devenir olympique. Donc, le dossier a été remis à la FIS en disant voilà, est-ce qu'on y va? On n'y va pas. On y va. On a défendu le dossier. Quand je dis on a défendu, c'est l'ensemble des nations qui représentent la FIS. Et on est un des acteurs principaux. Et on défend le dossier à faire en sorte que cette discipline-là devienne olympique. Et donc, le fait de la rendre olympique, forcément, il y a deux mondes qui s'opposent. On le voit bien. Il y a très souvent des disciplines qui sont créées au départ par des initiatives privées qui ensuite deviennent plus officielles et ces privés se désintéressent un petit peu de ces disciplines-là. C'est dans l'historique d'une discipline, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, après, ce qui est super intéressant sur ce que vient de dire Fabien, c'est que je pense que nous, le ski cross et aussi bien le pipe et je pense prochainement le slopestyle, on amène un nouveau vivier peut-être vers le ski, mais le ski en général. Et ce qui est super intéressant, c'est que tous ensemble, justement, on ratisse bien plus large, un public qui est forcément plus nombreux. Et c'est là où je te rejoins complètement. Et c'est bien que la FIS, évidemment, ait repris notre discipline et qu'on soit olympique, parce que ça amène de l'eau au moulin du ski, avec un grand S. Pour nos ski clubs aussi, hein, parce bien que sûr. nos ski clubs, ça permet aux enfants, la filière prioritaire, entre guillemets, c'est l'alpin, bien souvent. Ça passe après les jeunes zappent un peu snowboard, freestyle, ski hors cross, et ça permet... Au club de Miribel, il y a une grosse demande sur ces disciplines-là. Grosse. Où ça reste l'alpin ça reste quand même l'alpin. On a une bonne section nordique aussi. On a même fait du combiné nordique. En accord avec Courchevel, puisqu'on les tremble là.
On a le 50% presque de l'équipe de France en télémarque. Mais je pense que c'est bien, du moins, c'est bien que la FIS soit peut-être engagée là-dessus, parce que ça sécurise pour nous, derrière, club et station. Quand on parle aussi de l'avenir du ski cross, c'est aussi l'avenir de la relève française et des jeunes. Et là, c'est aussi compliqué. Hein. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que... Quand on voit Ophélie qui est, elle, obligée de financer sa saison aussi, d'avoir des initiatives personnelles, d'avoir son Join the Gang, là, pour espérer aller à Sochi, on se dit que pour les jeunes, ça va être compliqué parce que la Fédé, elle aussi, elle a une multitude de disciplines à financer et chacun doit... Vous aidez à la Fédé autant que tu voudrais, autant que tu pourrais, ou il y a une hiérarchie, comment ça marche dans les disciplines? Non, évidemment, il y a une hiérarchie historique en fonction de la masse, de la discipline, de ce qu'elle représente. C'est une évidence. Au sein du ski freestyle, on a fait une redistribution des moyens très claire depuis quelques années, enfin depuis que je suis arrivé. On a basculé une grande partie des moyens plutôt sur le côté ski cross. On a un peu moins en boss. On a toujours une équipe en boss, mais un peu moins en boss. Évidemment, il y a certaines disciplines qui ont disparu de la scène internationale, mais qui ont disparu tout court. Et aujourd'hui, on se donne des priorités parce qu'on est obligé. On ne peut pas couvrir tous les champs. Pour moi, la discipline prioritaire aujourd'hui en ski freestyle, c'est le ski cross. Parce qu'une médaille, mais qu'elle soit dans n'importe quelle discipline, aux Jeux Olympiques, finalement, elle a presque autant de valeur, quelle que soit la discipline. Après, alors il y a la médaille olympique, ça c'est très clair. Parce que tu as bien expliqué tout à l'heure qu'il fallait faire des médailles olympiques. C'était là. Et c'était un des objectifs qu'on s'était fixé à Vancouver, en disant il faut absolument qu'avec l'équipe ski cross, on réalise au moins une médaille pour prouver qu'on est là, pour prouver qu'on est sur le devant de la scène, qu'on forme bien les athlètes, qu'on est présent dans cette discipline. Ce qu'on a fait. Pas Ophélie, mais il y a eu. Et à côté de ça, ça permettait de pérenniser aussi un système de fonctionnement au sein de la fédération pour le ski cross. Alors bien évidemment, ce n'est pas les moyens de l'alpin, il ne faut pas se tromper, hein, mais on a des moyens limités, mais qui nous permettent d'avoir une équipe à l'année et de fonctionner. Karen, l'impact du ski cross dans les rédactions, comment tu arrives à faire passer ce... Il passe bien ça passe super bien parce que c'est extrêmement spectaculaire, c'est tout à fait télégénique, les gens comprennent bien puisqu'il y a 4 personnes, il y a ceux qui arrivent devant, derrière, on est en train de voir des images en boucle là. C'est vrai que c'est saut et moi j'étais là récemment sur le terrain et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une compétition en live. C'est vraiment hyper impressionnant, quoi. Tu dis, ils vont se rentrer dedans. Enfin, donc ça marche bien. Dieu sait que je connais le ski et je trouve que voilà. Et tous les journalistes, les photographes et tout qui étaient là-bas, ils ont tous été conquis. Ça marche, c'est un truc, c'est sûr que ça marche. Maintenant, voilà, moi je prédis quand même de beaux jours au ski cross si Adrien Duvillard est séduit. Alors là, je vous dis que mais il dit aussi que c'est quand même le slalom qui reste la discipline reine. Donc là, c'est tout un autre débat. Est-ce que c'est le slalom, la descente, etc. Non, mais notre débat. Ça, c'était une petite plaisanterie, mais c'est vrai que et on a, pour un petit clin d'œil, tu as interviewé papa à l'époque avec Enac et il lui avait dit, moi, j'aurais aimé faire cette discipline parce qu'il y a du contact, parce qu'il y a de la vitesse, parce qu'il y a des sauts, parce qu'il se passe quelque chose dans cette discipline, quoi. Alors, donc, Émile Junior, il fait du ski alpin, mais il fera peut-être il est dans la filière, comme beaucoup, des barrages alpins, et je pense que c'est de toute façon, Ophélie en est la preuve, une bonne base. Et puis après, justement, comme dit Ophélie, il faut faire de tout, et puis la spécialisation, elle vient après. Bien sûr. Après, moi, j'ai juste, pour le coup, un petit coup de gueule. C'est que garde-le pour tout à l'heure. Juste après. D'accord. Parce qu'on, tu sais, on a une rubrique qu'on va nous envier, c'est le coup de cœur, coup de quart. D'accord. Donc, coup de cœur. Si tu as un petit coup de quart, si tu veux donner un petit peu, tu le feras tout à l'heure. D'accord. Bon, on retrouve. Je propose qu'on retrouve Guillaume Desmurs pour sa 3e intervention. Je marche. Ouais. Alors
Bon Appétit. Bon Appétit, c'est une bande de joyauderie de Tarentaise qui fait tout l'hiver une web-série. Donc c'est très à la mode. Hein. C'est une série de petits films qui sortent toutes les semaines, tous les 15 jours, et qui racontent leurs aventures sur la neige. Donc à la caméra, Nicolas Favre, et sur les skis, Fabien Mayerhofer et Victor Galuchot. Et ils ont testé dans cet épisode des vieux skis, des skis en bois massifs. Ils les ont skiés. Intéressant, regardez. Ouais. Les skis des 1000, hein, pour le coup. Pas les chaussures par contre, si? Non. Non, pas les chaussures. Il y en a un qui a vissé des fixations modernes dessus et l'autre a gardé les fixations d'époque. Ça fait pas mal. Mais ils avancent quand même, hein? Oui, non, c'est bon. Hein? Ils sont extrêmement talentueux les deux déjà. Ouais. Non, franchement, respect. Hein? Respect là, hein? Ouais, respect. Quel que soit le matériel, un bon skieur reste un bon skieur. Ouais, surtout en poudre, parce que là, en plus... Après, bravo à eux, hein, c'est un petit coup de chapeau. Bravo à eux. En plus, ils sont très drôles. Donc, ils gâchent rien. Alors, sur Internet, on apprend plein de choses. Alors, Fabien Sagaz, j'ai appris plein de choses sur votre vie privée en cherchant un peu sur Internet. J'ai appris que vous adoriez la crème Mont-Blanc, que vous aviez un livret A à la caisse d'épargne et que vous rouliez en Audi, c'est vrai. La preuve en image. Et qu'elle est en vacances à Colmar aussi. Derrière la question, c'est le DTN, il est obligé évidemment d'avoir tous les sponsors, compris, tous les partenaires de la fédération. Un peu homme sandwich, oui. Alors, nous, c'est un peu la particularité de la Fédé, c'est qu'on a beaucoup de sponsors. Alors certains en ont moins que nous, mais plus gros en termes financiers, je parle de nos concurrents étrangers, mais globalement on est bien soutenu. Oui, ça fait partie du métier, c'est une des actions sur lesquelles il faut être bon. Bien. Une autre petite intervention, t'as fini ou tu veux nous faire un coup de cœur? Non, j'aurais bien aimé faire un petit coup de cœur. Alors là, ouais. on va aller dans le coup de cœur. Voilà, donc on va lancer notre nouvelle rubrique. Coup de cœur. Coup de cœur, un documentaire de 25 minutes, donc disponible gratuitement sur Internet, sur un skieur suédois qui s'appelle Andreas Fransson. Le documentaire s'appelle Tempting Fear et c'est tout à fait étonnant. C'est un skieur de pente raide, donc il monte à pied des montagnes très hautes, très raides et qui les descend à ski, seul souvent. Et on suit dans ce documentaire, on a une vision intime de son sport. Et c'est assez rare d'avoir un sportif qui parle de son sport avec autant de lucidité et on partage ça avec lui. Enfin, on en a des frissons. Alors ça, c'était ton coup de cœur. Et puis, pour inaugurer cette rubrique, tu as peut-être un petit coup de quart? Un petit coup de quart, alors encore la fédération, je suis désolé. Donc il y a de nouveaux sports olympiques, le halfpipe ski et le slopestyle ski, c'est dans un an à Sochi. On a en France une équipe de halfpipe, une équipe de France de halfpipe qui est à peu près dessinée. Par contre sur le slopestyle, c'est un peu le grand flou. Où on en est? Nulle part. Il y a un très bon tour national, notamment le SFR Tour, qui fait un très bon job, un vrai job de promotion de la discipline, des parcs, de l'approche de ces disciplines-là. Par contre, en termes de niveau, on est loin du compte, vraisemblablement parce qu'on manque cruellement d'infrastructures dignes de ce niveau-là, trop peu de parcs avec des modules suffisamment gros. Donc on a un vrai problème de niveau international. Aujourd'hui, on n'a pas d'athlètes français qui sont capables de jouer avec la concurrence internationale, d'imaginer même rentrer dans les finales. Donc il y a un vrai boulot de ce côté-là à faire d'abord avec la base, avec les jeunes qui vont arriver demain. Je dirais presque Sochi, on va oublier. Ouais. On va oublier. Dommage. Non? Enfin bon, c'est les priorités dont on parlait tout à l'heure, c'est ça? Bon, alors on en est à ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait moins plaisir. On va commencer par Ophélie. Alors qu'est-ce qui te fait plaisir? Rebondis. Voilà, rebondis. Voilà. Très bien. Sur ta dernière remarque, Fabien, où tu dis qu'il faut justement la base et puis faire venir les jeunes et tout pour que la discipline brille au plus haut point et que le vivier soit fort pour que l'équipe derrière soit puissante et performante. Et je trouve justement que dans ma discipline, dans le ski cross, le tour national, il est plus que poussif. Et ça, c'est un coup de gueule, ça. Ouais, ça c'était mon coup de gueule de tout à l'heure. Mais tu vois, du coup, ça s'est bien embrayé.
Et voilà, je trouve que là-dessus, il y a quand même le bas blesse. On fait de l'élitisme, mais on sait très bien que c'est une politique à court terme. Et je trouve qu'on ne soigne pas assez. Voilà, les tout petits sont assez bien lotis. Il y a du parcours technique, il y a des épreuves comme les GMX d'ENAC, mais au FXD. Les OFXD ouais. Non, les XD. En fait, c'est des initiatives personnelles et on draine les jeunes vers notre discipline. Et finalement, à la sortie, les tout petits ont des événements sur lesquels ils peuvent découvrir notre sport. Après, il y a un immense gap, un trou interstellaire, et on ressaute ensuite sur les Coupes d'Europe. Et là, je trouve qu'il manque une pièce au puzzle pour que vraiment la pyramide soit solide et qu'on voit plus loin que Sochi. Message entendu. Coup de cœur. Et mon coup de cœur, aux stations françaises qui jouent incroyablement le jeu. Et à travers mon coup de cœur, un immense coup de cœur au bénévolat. Parfait. Yves Forny. Je renvoie avec le coup de cœur, aux athlètes et puis au super enneigement qu'on a eu de début de saison. Super début de saison pour tout le monde, je crois, sur toutes les stations françaises. Donc les stations morales. Et petit coup de gueule, coup de quart du moins, sur un petit courrier qu'on a reçu du ministère des Sports concernant les subventions jusqu'en 2016, sur le gel des subventions au profit de la Coupe d'Europe de football, donc construction des stades et tout ça, championnat d'Europe, voilà. C'est un petit problème politique peut-être entre les stations et le gouvernement, non ? Entre les stations, je ne suis pas sûr, je crois que c'est un peu au-dessus, mais oui, la conjoncture fait, le gouvernement fait aussi, donc je ne sais pas. Fabien ? Alors un coup de cœur, ça a été, malgré les conditions, et les conditions nous ont amené à faire ça, la retransmission de Val d'Isère en nocturne. Le salon de Val d'Isère. Ouais. Ça a été exceptionnel en termes de couverture. Promotion comme celle-là du ski de compétition, de la montagne en règle générale, les images qu'on a été capable de mettre à disposition, c'était exceptionnel. Vous avez bien organisé, vous avez eu une victoire. Donc en plus, quand même bien vu. Français qui gagne. Voilà. Ça fait partie en plus, du coup de cœur qui arrive là au bon moment. Et le coup de quart qui t'énerve un peu. Le coup de quart, c'est la réglementation sur les skis. De géant. Parce que je pense que sur la procédure, on a été mauvais. Je me mets dedans encore une fois. J'ai voté contre la Fédération internationale. On a été mauvais, même si j'ai voté contre. Parce qu'aujourd'hui, on voit des aberrations, notamment chez les jeunes. Tout le premier niveau qui a des juniors en FIS, en Coupe d'Europe, des triches à droite et à gauche en utilisant le vieux matériel pour du nouveau. Bon, donc là-dessus, je pense qu'on avait moyen de gérer le dossier mieux que ça. Alors à toi, mon Laurent. coup de cœur, c'est le beau début de saison de Steven Théolier, qui est un athlète qui ne fait pas partie des équipes de France, qui a eu des problèmes de dos, qui a 22 ans, qui s'est préparé tout seul, certes avec son père Jacques Théolier, qui est un grand entraîneur, et l'équipe d'Italie, mais qui a été aussi repris en main grâce au comité régional de Savoie, et qui fait quand même 15e à Madonna di Campiglio en slalom, 19e à Adelboden, et qui risque d'aller au championnat du monde. Et je trouve que il n'a rien lâché. Et c'est une belle histoire familiale, il n'a rien lâché, ça prouve que... Voilà. Et mon coup de gueule, mon coup de quart, c'est France Télévisions. Voilà, ça je ne le digère pas. Non, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse diffuser plus de 20 heures de direct en plein milieu du mois de février sans avoir fait une petite bande-annonce avant pour prévenir le public qui n'est pas fin connaisseur qu'on va avoir du ski pendant des heures au mois de février. Il n'y a pas de politique je trouve que c'est pas très pertinent, quoi. Je veux dire, si on se donne les moyens de diffuser le championnat du monde, on fait 2 courses avant pour dire tiens, voilà, Pinturo il ressemble à ça, Taina Barrios ou Nastasia Noens, elles ont ce joli sourire et voilà. Bon, mais ils demanderont de faire consultant, tu viendras leur expliquer. Karen ? Alors moi, le coup de cœur, c'est que justement en rédaction, on en a vu certains parisiennes, on ne soutient pas assez, je trouve, nos ambassadeurs, nos journalistes ambassadeurs. Il y en a qui aiment le ski dans les rédactions et qui ont des sujets, comme tu viens de le dire, prêts à être diffusés et qui dans leur rédaction ne sont pas soutenus. Mais c'est quand même ces gens-là, pas les décisionnaires, mais c'est quand même ces gens-là
qui sont nos meilleurs ambassadeurs dans les rédactions. Et je trouve qu'on les aide pas assez, on les soutient pas assez. Quand je dis nous, c'est le monde du ski en général, que ce soit la fédération, que ce soit les stations qui peuvent... Bref, tous les gens qui accueillent ces gens-là ou qui doivent les aider au quotidien, à leur fournir de quoi travailler, de quoi convaincre les décisionnaires que le ski, c'est un... Parce que eux viennent sur place, eux sont dans la neige, c'est des problèmes de décalage d'un jour, 2 jours, ils ne savent pas s'ils vont revenir avec leur sujet, etc. C'est compliqué quand même, c'est compliqué de filmer le ski, c'est compliqué de convaincre en rédaction, et ces gens-là, on doit les aider, je trouve, mais ça c'est mon métier, donc c'est par mon petit bout de lorgnette, donc voilà. Et ton petit coup de cœur, là, un petit truc qui te fait plaisir? Mon petit coup de cœur, alors c'est certains athlètes qui du coup, on en a vu un là, mais je pense à un Kevin Rolland, je pense à un Candide Tovek, je pense à un Aurélien Ducrot, je pense à ces gens-là qui prennent du temps, qui prennent de l'argent sur leurs deniers personnels pour produire des choses, des belles images de ski, et qui, grâce à eux, on touche les jeunes, c'est tout notre univers qui est beau, voilà, et qui nous permet aussi de sensibiliser. Et après, c'est les mêmes gens qui vont regarder du ski cross, du ski alpin, qui vont venir dans nos stations. Donc voilà, merci à eux aussi. Merci à vous. Surtout, merci à vous d'être venus, d'avoir accepté de vous enfermer un petit moment pour parler ski. C'est votre passion, c'est notre passion à tous. Les conditions sont exceptionnelles, donc je vous souhaite à tous des bonnes descentes. Et évidemment, je souhaite à tous les gens qui nous ont regardés d'aller faire eux aussi des belles descentes. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Ski Room, le numéro 2. Ça sera après les championnats du monde. Atteignez des sommets avec Peugeot 4008.